La douceur masque un crime amer. Bienvenue à Mystère de minuit. Je suis votre hôte Gustave. Dites-moi dans les commentaires, d'où écoutez-vous aujourd'hui? Vos voix ajoutent de la saveur à chaque mystère. Commençons. C'était le genre de matinée dont Sainte Mildred était fière. La fête paroissiale dans les jardins du presbytère. Les banderoles cousues par les dames de la paroisse, bruissant dans une brise légère, et les tables dressées avec des théières, des génoises, et des piles soignées de biscuits à la cannelle qui embaumaient vaguement Noël, même si l'été n'était pas encore à son apogée. L'air était imprégné de cette agitation particulière que l'on ne trouve que dans les rassemblements villageois. Mi-bavardage, mi-jugement, où chaque chapeau et chaque ourlet étaient examinés en silence. Miss Marple, assise, ses gants impeccables pliés sur ses genoux, se trouvait précisément là où personne ne l'attendait, silencieusement à l'ombre d'un vieux chêne, observatrice. Elle avait depuis longtemps découvert que la vérité d'un événement se révélait plus facilement lorsqu'on oubliait presque sa présence. De là, elle pouvait voir la femme du pasteur s'affairer autour d'un panier de tombola. M. Lanning cirait ses lunettes, comme pour mieux observer les gâteaux, et la jeune Alice Martin s'efforçant d'avoir l'air nonchalante en glissant un scone supplémentaire dans son assiette. Tout cela était si banal, et pourtant, sous l'ordinaire se cachèrent des choses. Miss Marple les remarquait toujours. Une raideur dans le sourire de Madame Dawlish à l'approche de Miss Emily Travers, le rapide échange de regards entre M. Hargreaves, l'avocat, et Madame Fletcher, dont le mari était décédé depuis 1 an, mais dont le voile de deuil avait été retiré assez hâtivement. Des détails, certes, mais au cours de sa longue vie, Miss Marple avait constaté que le crime éclatait rarement, sans s'être d'abord répété par de petits gestes de fragilité humaine. Les biscuits eux-mêmes étaient la fierté de la fête, préparés par Madame Hartnell, qui ne se lassait jamais de rappeler la recette de sa défunte mère. Ils avaient des bords croustillants, des dessus sucrés et un parfum qui attirait petits et grands. Une douzaine d'entre eux avaient déjà été consommés avec les premières tasses de thé lorsque Madame Price, la postière, se leva brusquement de sa chaise. Sa tasse de thé tomba et s'écrasa au sol. Il y eut un silence terrible, un halètement glacial. Puis, telle une marionnette coupée de ses fils, elle s'effondra, un biscuit à la cannelle toujours serré entre ses doigts. La femme du pasteur hurla. M. Lanning laissa tomber ses lunettes. Quelqu'un murmura que ce devait être la chaleur, bien que l'air fût agréablement frais. Pourtant Miss Marple, se levant avec une sérénité tranquille, soupçonnait déjà que la fête ne resterait pas dans les mémoires pour ses tombolas ou ses gâteaux, mais pour la façon dont le corps de Madame Price gisait, sans vie parmi les tasses de thé, tandis que le village de Sainte Mildred devenait une fois de plus le théâtre de la mort. La confusion qui s'ensuivit avait tous les éléments du drame villageois anglais. Des tentatives hâtives pour restaurer la dignité de la scène, des accusations chuchotées, déguisées en inquiétude, et l'apparition inévitable de l'autorité sous la forme de l'inspecteur Cray, dont la silhouette robuste et la moustache hérissée donnaient l'impression d'une plus grande certitude qu'il n'en possédait habituellement. Elle s'est évanouie, et déclara Madame Dawlish, bien que ses mains tremblantes la trahissent. « Cœur », suggéra le docteur Graham, en s'agenouillant pour examiner le corps, l'air de plus en plus sombre à chaque seconde. « Non, non, ce n'est pas du cœur. Quelque chose d'anormal, j'en ai peur. » Les mots se répandirent plus vite que l'odeur des biscuits. Contre nature. À Sainte Mildred, un tel mot équivalait à un meurtre. Lorsque le corps de Madame Price fut respectueusement retiré, les rumeurs s'étaient muées en spéculations ouvertes. Elle avait des ennemis, n'est-ce pas? Un lien avec sa sévérité à la poste, peut-être. Ou était-ce une question d'argent? Une dispute à propos d'une lettre égarée? Miss Marple parlait peu. Elle se tenait près des rosiers du presbytère, la tête penchée comme pour contempler les fleurs, mais ses yeux bleu pâle étaient fixés sur la table de biscuits. Chaque assiette avait été touchée sauf une, où il restait un seul biscuit cassé. Le moindre détail, pensait-elle, comptait toujours.
Lorsque l'inspecteur ordonna la clôture de la fête et que les villageois commencèrent à s'éloigner, certains avec un soulagement mal dissimulé, d'autres avec une indignation exagérée, Miss Marple rentra lentement chez elle par le chemin, son sac à tricot se balançant doucement à son bras. Elle ne se pressa pas. On en apprenait plus en ne semblant pas le chercher. Déjà mentalement, elle triait les expressions, les intonations, les hésitations qu'elle avait observées. Une fête de village, une femme morte, des biscuits à la cannelle. La nature humaine était une énigme aux solutions limitées. Et Miss Marple, avec sa tranquille assurance, soupçonnait qu'elle commençait déjà à comprendre cette énigme. La nouvelle de la mort subite de Madame Price se répandit à Sainte Mildred avec une rapidité qu'aucun courrier ni télégramme ne pouvait égaler. Le temps que les banderoles de la fête soient retirées et que la dernière théière soit rangée, le village bourdonnait déjà de spéculations, de celles qui s'accrochaient à chaque salon et à chaque haie comme de la fumée. Dans ces endroits, on n'attendait pas les rapports officiels. On en créait soi-même, en assemblant des fragments de paroles entendues et de griefs profondément ancrés dans la mémoire, jusqu'à ce que les conjectures soient aussi solides que les faits. Au Green Man, le modeste peuple du village, M. Hargreaves, le notaire, se pencha sur sa pinte et déclara d'une voix un peu trop percutante qu'il s'agissait de poison, limpide comme le jour. Sa déclaration fut accueillie par des hochements de tête enthousiastes, chez certains et des regards dubitatifs chez d'autres, bien que personne ne semblât disposé à le contredire ouvertement. Madame Dawlish, installée près du feu, affirma avec une satisfaction morose que Madame Price avait toujours été trop stricte avec l'envoi des colis, et s'était sûrement fait 1 ou 2 ennemis. Et la vieille Madame Hartnell, qui affirmait avec insistance que ses biscuits n'avaient jamais fait de mal à personne de sa vie, s'indigna de plus en plus, tandis que des rumeurs circulaient selon lesquelles c'était peut-être son plateau qui avait transporté la fatale friandise. Pendant ce temps, chez l'épicier, Alice Martin, jeune, excitable et toujours à 2 doigts du scandale, confiait à qui voulait l'entendre avoir vu Madame Price se disputer avec M. Lanning la semaine précédente. Elle ne pouvait dire à quel sujet, mais elle se souvenait clairement de la voix acérée de Madame Price et de la façon dont les oreilles de M. Lanning étaient devenues rouges comme des betteraves. En moins d'1 heure, cette histoire avait pris de nouveaux reliefs. Lanning l'avait menacé, il avait été question d'argent dû, et même Madame Price s'apprêtait à le dénoncer pour une affaire vaguement malhonnête, sans que personne ne semble savoir précisément de quoi il s'agissait. Au presbytère, le révérend était en proie à la détresse, se tordant les mains et répétant à sa femme que pareille chose ne s'était jamais produite, ni dans sa paroisse, ni à sa fête. Madame Clement, bien plus pragmatique que son mari, murmura que, bien sûr, cela ne s'était jamais produit. Les meurtres s'arrangeaient rarement pour le confort des curés, et que l'important était désormais de s'assurer que la police soit correctement soutenue. Elle le dit fermement, même si ses mains tremblaient en ramassant les billets de tombola restants, incapable de chasser l'image du corps sans vie de Madame Price parmi la porcelaine brisée. L'inspecteur Cray s'était acquitté de sa tâche avec une assurance brusque qui avait impressionné les jeunes hommes, mais laissé les autres dubitatifs. Il interrogea le docteur Graham, qui ne put que hocher la tête et dire que, s'il ne pouvait pas encore confirmer l'empoisonnement, il ne l'excluait pas. Il faudrait prélever des échantillons et rédiger des rapports. C'était bien beau, mais les villageois étaient impatients. Pour eux, la justice n'était pas une question de test et de paperasse, mais d'histoire, qui s'était disputée, qui avait été offensée, qui avait des raisons de souhaiter le départ de la postière. Et malgré tout cela, Miss Marple demeura discrète. Elle était rentrée dans sa petite maison avec son tricot, mais son esprit n'avait pas trouvé le repos. Elle avait vu la foule se déplacer après la chute de Madame Price, avait remarqué les rapides regards échangés entre ceux qui étaient les plus proches de la table à thé et le silence particulier de ceux qui, d'habitude, remplissaient chaque pause de bavardage. Ces détails, insignifiants pour certains, formaient le véritable contour des événements. C'est dans les moments de choc
que les êtres humains se révèlent le plus sincèrement, et Miss Marple, qui observait le visage de ses voisins depuis plus longtemps que la plupart d'entre eux, en comprenait plus qu'ils ne l'admettraient jamais. Elle avait, par exemple, remarqué que Madame Fletcher s'était éclipsée de la fête avant tout le monde. Le visage pâle, les lèvres pincées. Madame Fletcher était une veuve depuis peu, dont les affaires de son mari n'étaient pas aussi bien réglées qu'elle l'aurait souhaité. Elle avait également vu M. Hargreaves observer le plateau de biscuits de Madame Hartnell avec une intensité excessive, comme s'il attendait quelque chose. Et elle n'avait pas manqué l'excitation exacerbée de la jeune Alice, qui ressemblait moins à du chagrin qu'à l'excitation d'être au cœur d'une nouvelle rumeur. Le lendemain matin, le village s'éveilla dans un silence pesant, rompu seulement par les coups du facteur à des portes qui semblaient désormais dangereuses. Madame Price avait été la maîtresse de poste. Son rôle touchait tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Avec son départ, c'était comme si le rythme même des communications avait faibli. Les gens s'attardaient à leurs portes, parlant à voix basse, en quête d'une assurance que personne ne pouvait leur apporter. Miss Marple, qui se promenait dans son jardin avec un sécateur, fut abordée par Madame Dawlish, qui semblait irrésistiblement attirée par sa présence sereine. D'une voix aiguë de nervosité, elle se lamenta qu'une chose aussi horrible puisse arriver ici, dans leur propre village, à leur propre fête. Miss Marple hocha doucement la tête, offrant le genre de remarques douces qui encouragèrent la conversation. Ainsi, Madame Dawlish parla longuement, des manières sévères de Madame Price, de ses prétendues querelles, de son refus d'envoyer des colis sans emballage approprié. Des propos anodins en apparence, mais sous-jacents, Miss Marple percevait un ressentiment de longue date. Ce n'était pas seulement que Madame Dawlish était choquée par la mort, elle avait détesté cette femme, et l'aversion pouvait être dangereuse lorsqu'elle était mêlée à l'imagination. Plus tard, chez l'épicier, Miss Marple écouta Alice Martin raconter avec enthousiasme la prétendue dispute entre Madame Price et M. Lanning. Elle parla peu, se contentant de remarquer que les esprits s'échauffaient parfois, et que M. Lanning n'était pas homme à s'emporter facilement. Cette contradiction silencieuse irrita Alice, mais elle se reprit vite et s'empressa d'aller répéter son histoire ailleurs. Dans l'après-midi, les soupçons s'étaient répandus. Certains désignaient M. Lanning, d'autres murmuraient à propos de Madame Fletcher, dont le retrait soudain de la fête semblait étrange. Madame Hartnell défendait farouchement ses biscuits, déclarant qu'elle en mangerait une douzaine elle-même, si cela pouvait faire taire les imbéciles qui osaient insinuer que sa cuisine avait été la source du poison. Le village était divisé en camps, chacun convaincu de sa théorie, chacun marmonnant derrière les rideaux tirés. Pendant ce temps, l'inspecteur Cray poursuivait son enquête, se concentrant principalement sur M. Lanning, qui s'était effectivement disputé avec Madame Price au sujet d'une lettre mal adressée au mauvais destinataire, bien que ce ne fût pas une affaire que la plupart qualifieraient de meurtrière. Cray, cependant, semblait désireux de régler l'affaire rapidement, et le caractère aigri et l'oreille rauque de l'avocat lui convenaient parfaitement, lui qui était le méchant de l'histoire. Mais Miss Marple restait sceptique. Elle savait pertinemment que les suspects évidents étaient rarement coupables, du moins pas comme on le pensait. La vie, songea-t-elle, était rarement aussi simple. Les motivations étaient complexes, dissimulées sous des couches de civilité, de honte et de secret. L'important n'était pas de savoir qui argumentait bruyamment en public, mais de savoir qui gardait le silence au moment crucial, de savoir qui se repliait sur lui-même, alors qu'il aurait pu clamer son innocence. Ce soir-là, alors que le soleil baissait, projetant de longues ombres sur les jardins soignés de St. Mildred, Miss Marple était assise près de sa fenêtre, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement. Aux yeux de tous, elle représentait l'image même de la domesticité inoffensive. Pourtant, derrière son regard doux, elle assemblait mentalement les pièces du puzzle du comportement humain, la précipitation du départ de Madame Fletcher, la joie avec laquelle les ragots se répandaient, le regard étrangement intense de M. Hargreaves et le détail curieux de ce biscuit cassé, restés intacts sur le plateau.
Le village croyait avoir déjà trouvé son coupable, mais Miss Marple connaissait la vérité des gens. Ils étaient bien plus complexes, bien plus contradictoires que ne le permettaient les conclusions tranchées de l'inspecteur. Alors elle observait, écoutait et attendait, car tôt ou tard les gens se révélaient toujours. Et quand ils le feraient, elle serait prête. L'inspecteur Cray, robuste et déterminé, s'était installé dans le bureau du presbytère, un lieu dont les étagères et la poussière ne flattaient guère son sens de l'autorité. Il croyait en l'ordre. Il fallait réduire le nombre de suspects, tracer une ligne entre la querelle et le crime, et clore les affaires avant qu'elles ne dégénèrent en scandale. Il était déjà convaincu que la querelle de M. Lanning avec Mme Price constituait un motif suffisant, et il en parlait sur un ton qui laissait entendre que l'affaire pourrait bientôt être réglée. Pourtant, au-delà des murs du bureau, dans les chaumières, les boutiques et les haies, le village continuait de bouillonner de ses propres théories, toutes plus embrouillées les unes que les autres, chacune reposant moins sur des preuves que sur un curieux mélange de souvenirs et de malveillance. Miss Marple, avec son calme habituel, vaquait à ses occupations quotidiennes. Pour ceux qui l'accueillaient, elle semblait s'occuper à peine de ses roses et de son tricot. Pourtant, son esprit s'agitait avec une détermination paisible. Elle avait vu trop de drames humains se dérouler pour ne pas en reconnaître le rythme. Un événement choque, les langues se délient, le coupable évident émerge, et derrière tout ce vacarme, la véritable intrigue se cache discrètement. Son rôle, elle le savait bien, n'était pas de s'opposer à des voix plus fortes, mais d'observer ces petites trahisons de la nature humaine qui en révélaient plus que les mots. Cet après-midi-là, elle rendit visite à Madame Hartnell, sous le prétexte poli de s'enquérir de la recette de ces fameux biscuits à la cannelle. Madame Hartnell, encore irritée par l'idée que ces pâtisseries auraient pu lui coûter la vie, se réjouit de l'occasion de défendre sa réputation. Elle sortit la boîte, l'ouvrit brusquement et offrit à Miss Marple l'un des biscuits restants. Il semblait inoffensif, sucré, avec des bords légèrement irréguliers. Miss Marple déclina poliment, faisant remarquer que sa digestion n'était plus ce qu'elle était, et écouta Madame Hartnell exprimer son indignation. Ce n'était pas, déclara Madame Hartnell, qu'elle détestait Madame Price. Elle la respectait, même si, dans le ton de Madame Hartnell, le respect ressemblait fort à du ressentiment. Madame Price avait toujours été trop cinglante, trop vigilante, trop exigeante avec les règles. Elle se souvenait de chaque retard, de chaque enveloppe mal adressée, et les gens s'en sentaient dérisoires. Et il y avait eu l'histoire d'une lettre, il y a de nombreuses années, que Madame Price avait prétendu perdue. Madame Hartnell ne l'avait pas oubliée, ni pardonnée, même si elle reconnaissait que le souvenir était désormais flou. Miss Marple écoutait, ses aiguilles à tricoter claquant doucement sur ses genoux, et songeait avec quelle curiosité on se souvenait des affronts avec plus de clarté que des gentillesses. Plus tard, Miss Marple emprunta lentement un sentier pour traverser le village, s'arrêtant au pré, où elle rencontra le docteur Graham. Le médecin, d'habitude vif et enjoué, fronça les sourcils. Il admit que les analyses n'avaient pas encore confirmé l'empoisonnement, mais qu'il en était presque certain. Quelque chose dans la rigidité du corps, dans la couleur des lèvres, le lui suggérait. Il soupçonnait la digitaline, bien qu'il ne puisse pas encore le prouver. Miss Marple hocha gravement la tête, se souvenant d'un cas dont elle avait entendu parler dans une autre paroisse, où la digitaline avait été utilisée pour calmer le cœur d'un parent pour des raisons d'hérédité. Elle demanda d'un ton très doux si Madame Price avait suivi un traitement. Le docteur Graham secoua la tête. Elle était robuste, dit-il, pour son âge, ce qui rendait sa mort soudaine d'autant plus sinistre. Le lendemain matin, l'inspecteur Cray convoqua de nouveau M. Lanning dans son bureau. L'avocat, le visage rouge et les lèvres pincées, nia toute inimitié méritant un meurtre. Certes, il s'était disputé avec Madame Price, mais seulement à cause d'une mise en demeure mal placée. Son humeur avait pris le dessus, comme cela lui arrivait parfois, mais il affirmait ne lui en vouloir aucunement. Cray le pressa, désignant le témoignage d'Alice Martin concernant des éclats de voix dans la rue. Lanning fronça les sourcils, marmonna quelque chose à propos des ragots du village,
et partit avec l'air d'un homme plus insulté par l'interrogatoire que par les soupçons. Miss Marple, qui s'était discrètement rendue au presbytère, sous prétexte de rendre un livre emprunté, croisa par hasard M. Lanning au moment de son départ. Il la salua avec raideur, puis s'éloigna précipitamment. Elle remarqua sa démarche rapide, la façon dont son regard allait et venait, et pensa que la culpabilité n'était pas toujours la preuve d'un crime. Parfois, c'était simplement la peur de la disgrâce, ou le poids de secrets qu'il valait mieux garder cachés. En partant, elle rencontra Madame Fletcher à la grille, sa robe noire plus sévère que ne l'exigeait le deuil. Madame Fletcher parla peu, se contentant de dire que toute cette affaire était affreuse et qu'elle ne pouvait supporter tant de questions. Pourtant, sa main tremblait sur le loquet de la grille, et son regard évita celui de Miss Marple avec une précision délibérée qui en disait long. Une femme qui ne cache rien le regarde droit dans les yeux sans effort. Une femme qui cache quelque chose l'évite comme si cela brûlait. Miss Marple retira discrètement cette observation, une pièce de plus à son puzzle mental. Ce soir-là, le village se rassembla de nouveau, non pour célébrer mais pour communier avec anxiété. À l'homme vert, les voix étaient plus basses, plus prudentes. Même Alice Martin s'était adoucie, même si elle parvenait à rappeler à tous sa proximité avec la prétendue querelle. Madame Dawlish, avec solennité, déclara qu'elle savait depuis le début que Madame Price finirait mal, car elle s'était fait trop d'ennemis. Pressée de questions, elle les énuméra. Monsieur Lanning, Madame Hartnell et même Madame Fletcher, car Madame Price avait un jour refusé de livrer un colis sans affranchissement supplémentaire, et Madame Fletcher avait été furieuse. Ce n'étaient là que des griefs insignifiants, peut-être, mais dans le monde de Sainte Mildred, les griefs insignifiants étaient suffisamment monnaie courante pour justifier un meurtre. Miss Marple était assise tranquillement près du feu, sa tasse de thé chaude entre les mains. Elle observait les visages autour d'elle, notant l'empressement avec lequel chacun reportait ses soupçons sur les autres. Ce n'était pas de la malveillance, pensa-t-elle, mais de la peur de ce qu'un policier pourrait découvrir s'il examinait leur vie de trop près. Après tout, chacun avait des secrets, et les secrets étaient rarement bien rangés. À la fin de la réunion, elle s'attarda un instant, parlant doucement au propriétaire du temps, de la qualité du houblon cette année-là. Ce n'est qu'au moment de se retourner pour partir qu'elle aperçut M. Hargreaves, le notaire, assis dans un coin au fond, des papiers étalés devant lui. Son attention n'était pas fixée sur les documents, mais sur les villageois qui partaient. Son regard perçant, calculateur. Ce n'était pas celui d'un homme en deuil, ni même inquiet, mais celui d'un homme qui prend des mesures. Miss Marple marqua une pause, puis reprit tranquillement sa route, son esprit ruminant cette observation. Ce soir-là, assise dans son salon, son tricot était oublié sur ses genoux. Elle pensa à Madame Price, à son corps rigide et aux biscuits qu'elle serrait encore dans sa main. Elle pensa aux biscuits cassés, restés intacts sur le plateau, aux mains tremblantes de Madame Fletcher, au regard calculateur de M. Hargreaves. Des motifs commencèrent à se former, flous et incomplets, comme une tapisserie à moitié tissée. La police continuerait de faire pression sur M. Lanning, car il était facile à soupçonner. Mais Mademoiselle Marple, avec sa tranquille certitude, savait que la vérité se trouvait ailleurs, dans les détails. On mentait dans les grandes déclarations, mais on se trahissait dans les broutilles. Le village, troublé, continuerait à chuchoter, à pointer du doigt, à accuser. Mais elle attendrait. La vérité, telle la crème dans le lait, remontait toujours à la surface avec le temps. Et Miss Marple, forte de ses années d'observation patiente, serait là quand elle surviendrait. L'inspecteur Cray, convaincu que M. Lanning était le suspect le plus commode, se mit à agir avec une détermination que les villageois trouvèrent étrangement rassurante. Pour eux, c'était la preuve que l'affaire était sous contrôle, que l'ombre qui pesait sur Sainte Mildred allait bientôt se dissiper. Cray interrogea Lanning avec une insistance croissante, lui demanda des comptes sur ses déplacements à la fête et lui rappela, avec ce qu'il considérait comme une autorité, que les querelles avec le défunt finissaient rarement bien pour le querelleur. M. Lanning, le visage rouge et indigné,
répéta ce qu'il avait déjà dit. Il y avait eu des paroles, mais rien de plus, et certainement aucun mobile pour le meurtre. Ces dénégations ne semblèrent qu'irriter davantage l'inspecteur. Les rumeurs de culpabilité de Lanning se répandirent rapidement. Alice Martin raconta à tous ceux qui s'attardaient assez longtemps pour l'entendre qu'elle avait vu Lanning arpenter la rue devant le bureau de poste quelques jours avant la fête, marmonnant à voix basse. Le temps que l'histoire se répande dans 3 foyers, il aurait proféré des menaces sans que personne ne puisse s'accorder sur la nature de ces menaces. Madame Dowlish hochait gravement la tête chaque fois que son nom était mentionné, comme si elle avait toujours soupçonné quelque chose d'étrange chez lui. Même le vicaire, qui détestait les ragots, admit en privé que M. Lanning avait un caractère peu propice à la paix du village. Miss Marple, cependant, restait sceptique. Non pas qu'elle doutât du caractère de M. Lanning. Elle l'avait souvent observé, notamment lorsqu'un livreur avait éraflé ses chaussures avec une roue de vélo. Mais la colère, elle le savait, était une chose et le meurtre une autre. Les deux pouvaient certes coïncider, mais le plus souvent le meurtre était un acte plus froid, plus délibéré, commis non par passion, mais par calcul. Elle pensa aux biscuits cassés laissés sur le plateau, aux mains tremblantes de Madame Fletcher à la grille, et au regard vigilant de M. Hargreaves dans le coin de l'homme vert. Ce n'étaient pas les détails d'un crime, né d'une colère soudaine. Ils évoquèrent quelque chose de plus prudent, de plus planifié. Elle se rendit au bureau de poste désormais fermé et silencieux. L'absence de Madame Price se fit cruellement sentir. La petite pièce sentait l'encre et la poussière, son ordre presque réprobateur dans son silence. Derrière le comptoir gisaient des liasses de lettres bien rangées, certaines ficelées, d'autres attendant d'être triées. Mademoiselle Marple, sous prétexte de s'enquérir du transfert des droits postaux, fut autorisée par un agent à entrer. Elle observa attentivement, remarquant la précision avec laquelle Madame Price tenait ses comptes. Voilà une femme qui appréciait le contrôle, qui se souvenait des dettes et des retards, qui détenait probablement plus de secrets que n'importe quel villageois ne le pensait. Les lettres, après tout, étaient le filon par lequel circulaient les ragots, l'argent et les affaires. Tandis que Miss Marple parcourait un registre du doigt, elle se demanda qui avait bien pu craindre le contenu de ces enveloppes. Une veuve aux dettes dissimulées. Nancy Percy, un notaire gérant des successions, avec moins d'honnêteté que la loi ne le permettait. Une jeune femme avec des promesses écrites qu'elle préférait oublier, les possibilités étaient aussi nombreuses que les lettres elles-mêmes. Pendant ce temps, l'inspecteur Cray poursuivait ses recherches sur M. Lanning. Il convoqua le docteur Graham pour confirmer que le poison était bien la cause du décès. Le médecin, prudent, admit que des traces suggéraient la digitaline. Madame Price, dit-il, n'avait suivi aucun traitement le nécessitant. La conclusion était claire. La substance avait été administrée délibérément. Cray l'annonça avec un triomphe qui surprit les villageois. Ils y virent une preuve supplémentaire de la culpabilité de Lanning, car ne s'était-il pas disputé? N'avait-il pas semblé troublé et évasif? Ce soir-là, Miss Marple rentra chez elle, son sac à tricot suspendu au bras. Elle songea combien il était commode pour l'inspecteur de croire à la culpabilité de Lanning. Cela lui épargnait la difficulté de creuser davantage, de perturber le sol policé du village, pour découvrir des racines qu'il valait mieux laisser enfouies. Pourtant, Miss Marple avait vécu trop longtemps pour confondre commodité et vérité. Elle avait vu trop de cas, où le coupable évident n'était qu'une diversion. Le lendemain matin, tandis qu'elle s'occupait de son jardin, Madame Fletcher descendit lentement le chemin. Elle salua Mademoiselle Marple d'une voix assurée, mais les yeux cernés. Elle parla de l'injustice des choses, de la façon dont une mort soudaine ébranlait le sentiment de sécurité, et de la tristesse qu'elle avait elle-même éprouvée face à la perte de son mari. Mademoiselle Marple écoutait, le visage doux, les réponses douces. Elle remarqua que les mains de Madame Fletcher serraient trop fort l'anse de son panier, que son regard se posait vers le jardin des Marple comme pour y chercher refuge. Elle repensa à ce départ précipité de la fête et rangea cette observation sans commentaire. Plus tard,
Miss Marple rendit visite à Madame Hartnell, qui défendait encore ses biscuits avec toute la force d'une femme lésée. Elle insista sur le fait que la recette de sa mère était irréprochable et qu'elle les avait cuits elle-même dans son four, de ses propres mains, comme elle l'avait fait maintes fois auparavant. Miss Marple la rassura gentiment, lui faisant remarquer que le poison se révélait rarement aussi ouvertement et que personne ne pouvait la soupçonner. Madame Hartnell s'adoucit. Reconnaissante de sa gentillesse et soulagée, elle laissa échapper que Madame Price avait un jour critiqué sa tenue de maison, des années auparavant, lorsqu'un tablier n'avait pas été aussi propre qu'il aurait dû l'être. C'était un léger affront, mais dans le souvenir de Madame Hartnell, on aurait presque pu croire que cela avait été douloureux pendant des décennies. Ce soir-là, Miss Marple, assise près de son feu, examinait la situation. L'inspecteur resserrait ses filets autour de M. Lanning, mais les fils de l'affaire s'étendaient ailleurs. Madame Fletcher, pâle et tremblante. M. Hargreaves, calculateur. Madame Hartnell, indignée, mais dont de vieilles rancunes couvaient en sourdine. Et toujours, le témoignage silencieux du biscuit cassé. Pour Miss Marple, l'indice n'était pas le biscuit lui-même, mais le comportement humain qui l'entourait. Pourquoi l'un d'eux avait-il été cassé et laissé intact, alors que tous les autres avaient été consommés? Ce n'était pas le hasard. Les êtres humains laissaient rarement les choses à moitié faites, sauf pour une raison précise. Le village s'enfonçait péniblement dans la nuit. Volets tirés, lampes luisant faiblement derrière les rideaux. Certains priaient pour une résolution, d'autres murmuraient des prières de soulagement, car les soupçons ne les avaient pas encore saisis. Et Miss Marple, avec son expression douce et ses aiguilles précises, savait que l'histoire était loin d'être terminée. L'inspecteur pouvait croire qu'il tenait son coupable. Mais la vérité, patiente et tenace, attendait dans l'ombre, prête à se révéler dans les plus petits gestes, dans les paroles les plus discrètes, dans la fragilité des gens ordinaires. Elle se laissa aller dans son fauteuil, son tricot posé sur ses genoux, et repensa aux nombreuses fois où elle avait déjà vu de tels schémas. La détermination de l'inspecteur, l'empressement du village à clore l'affaire, le suspect trop évident au centre de tout cela. C'était d'une certaine manière familier, et la familiarité, Miss Marple le savait, était souvent le meilleur indice. Miss Marple connaissait suffisamment le rythme des affaires du village pour savoir quand une enquête dérivait vers des abîmes confortables. L'inspecteur Cray, satisfait de sa théorie de la culpabilité de M. Lanning, s'occupait de rapports, de convocations et d'interrogatoires qui semblaient tourner en rond, sans jamais aborder le fond du problème. Les villageois, encouragés par sa certitude, commencèrent à parler du meurtre comme s'il était déjà résolu. Ils se saluaient d'un hochement de tête entendu, chuchotaient leurs querelles et leurs disputes, et considéraient M. Lanning d'un regard oblique qui valait verdict avant même la convocation du jury. Pourtant, malgré tous leurs propos, il manquait quelque chose, une petite note discordante que Miss Marple ne pouvait ignorer. Un après-midi, elle remonta le chemin jusqu'au bureau de poste, sans se presser, le regard rivé sur tout. Les volets restaient tirés, symbole d'absence qui perturbait le village, plus qu'il ne le laissait entendre. Un agent de police se tenait non loin, consciencieux mais ennuyé, et lui permit de jeter un coup d'œil à l'intérieur lorsqu'elle remarqua combien il était étrange de voir un tel silence dans un endroit habituellement si animé. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le papier et la cire à cacheter. Les étagères étaient bien rangées, le comptoir poli. Pourtant, c'est sur le sol, au fond, que l'œil perçant de Miss Marple découvrit un petit objet oublié, un morceau de papier pas plus grand qu'une pièce de monnaie, à moitié caché sous une armoire. Elle se pencha, d'un geste lent comme il sied à une vieille dame, et le récupéra en murmurant qu'il serait dommage que l'endroit paraisse en désordre. Le morceau portait un bout de nom, l'encre maculait comme à la hâte. Seules quelques lettres subsistaient. Non, grave, le reste avait été arraché. Il s'agissait peut-être de Graves ou peut-être de Hargreaves. Miss Marple plia soigneusement le morceau dans son mouchoir et le glissa sans commentaire. Pour n'importe qui d'autre, c'était un vulgaire déchet. Mais pour Miss Marple,
qui avait observé M. Hargreaves observer les villageois avec cette curieuse intensité devant l'homme vert, cela suggérait le début d'un fil conducteur. Elle ne tira pas de conclusion hâtive. Elle ne le faisait jamais, mais elle le glissa dans son esprit aussi soigneusement que dans son mouchoir. Ce soir-là, elle rendit visite au docteur Graham, sous prétexte de lui apporter un pot de sa gelée de coin, qui, lui assura-t-elle, était très bonne pour ses nerfs. Le médecin, toujours inquiet, parla librement une fois assise près du feu avec son tricot. Il répéta qu'il était presque certain de la présence de digital, bien qu'il ne puisse être absolument concluant, avant d'obtenir d'autres résultats d'analyse. Mademoiselle Marple demanda avec sa douceur comment une telle substance pouvait être obtenue. Le docteur Graham admit que ce n'était pas rare dans les foyers suivant certains traitements cardiaques, bien qu'ils ne connaissent personne au village sous une telle prescription. Les jardiniers cultivaient parfois de la digitale, mais extraire la digitale n'était pas une mince affaire. Mademoiselle Marple hocha la tête, remarquant que dans les villages, on trouvait souvent plus d'ingéniosité dans les cuisines et les jardins qu'on ne le croit. Le médecin ricana légèrement, mais son inquiétude demeurait. Le lendemain, une pluie fine et persistante s'abattit sur les haies et transforma les allées en boue. Miss Marple, armée de son parapluie, rendit visite à Madame Fletcher. La veuve la reçut poliment mais sans chaleur, le visage pâle dans la pénombre de son salon. Elles parlèrent du temps, des inconvénients du linge humide, des souffrances que subiraient les rosiers. Puis Miss Marple, avec une apparente innocence, fit remarquer que Madame Price avait été très exigeante concernant l'envoi des lettres, et que cela avait dû réconforter certains lorsqu'elle n'était pas à son comptoir. La main de Madame Fletcher trembla légèrement lorsqu'elle posa sa tasse de thé. Elle répondit trop vite qu'elle n'avait jamais eu de difficulté avec Madame Price, même si ses yeux se détournèrent aussitôt. Miss Marple laissa tomber l'affaire, se contentant de remarquer que la nature humaine était curieuse et que certains se souvenaient de chaque petit affront pendant des années. En rentrant chez elle, elle repensa au bout de papier, aux lettres que Madame Price avait réussi à envoyer. Si elle avait conservé des traces écrites, si elle avait menacé de révéler le contenu de ces enveloppes, cela aurait pu constituer un mobile plus puissant que la simple colère. Ce soir-là, The Green Man, la conversation retomba sur Lanning. L'inspecteur Cray avait annoncé publiquement son intention de faire avancer les choses prochainement, et les villageois éprouvèrent à la fois satisfaction et malaise. Mademoiselle Marple, assise à sa place habituelle, écoutait tranquillement. M. Hargreaves était là, parlant avec aisance de questions juridiques, assurant que justice serait faite. Pourtant, Mademoiselle Marple remarqua avec quel soin il évitait de mentionner Madame Price elle-même, comme si son nom était un poids qu'il n'osait pas toucher. Lorsqu'Alice Martin le pressa de lui demander si un avocat pouvait être impliqué dans de telles affaires, il esquiva un petit rire et changea de sujet avec une aisance acquise. C'était le genre d'esquive que Mademoiselle Marple remarqua vivement. Plus tard, alors que la foule se dispersait, elle vit Madame Hartnell s'approcher de lui, la voix basse, l'air étrangement respectueux. C'était curieux, car Madame Hartnell n'était respectueuse envers personne, et encore moins envers les hommes. L'avocate se pencha, murmura quelque chose et rougit avant de s'éloigner précipitamment. Mademoiselle Marple classa également ce document dans sa collection grandissante de fragments. De retour à son cottage, les aiguilles à tricoter s'agitaient sans cesse, tandis que son esprit repassait les détails. Le biscuit cassé restait intact. Le bout de papier avec les « éloges », le déni tremblant de Madame Fletcher, les esquives de M. Hargreaves, et derrière tout cela l'empressement du village à croire à la culpabilité de M. Lanning. Elle avait déjà vu un tel empressement dans d'autres villages, pour d'autres affaires. Les gens voulaient des certitudes. Ils voulaient que l'histoire soit parfaitement ficelée. Mais la vérité n'avait jamais été aussi nette. Elle repensa à Madame Price elle-même. Cette femme avait été stricte, certes, mais la rigueur seule n'inspirait pas le meurtre. Il était probable qu'elle savait quelque chose, contenu dans ses lettres ou ses registres, qui menaçait autrui. Les êtres humains supportent souvent les petits affronts pendant des années, mais le meurtre survient lorsque la peur se mêle au ressentiment. La peur d'être exposé, de se ruiner, de subir le déshonneur.
Tel était le fil conducteur qu'elle devait suivre. Le lendemain matin, elle se rendit au cimetière, soi-disant pour déposer des fleurs. Elle y retrouva Alice Martin, qui ne put s'empêcher de lui faire part de ses derniers soupçons. Madame Fletcher avait été vue en train de brûler des papiers dans son âtre la nuit suivant la fête. Miss Marple l'écouta d'un air doux, même si intérieurement elle notait attentivement le détail. Ce n'était peut-être que des ordures ménagères, ou autre chose. Quoi qu'il en soit, le feu dissimulait autant qu'il détruisait. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta devant l'épicier, où M. Lanning se tenait, les épaules voûtées, attentif au moindre regard. Il la salua d'un ton sec, murmurant que le village l'avait déjà jugée. Miss Marple répondit doucement que la vérité avait le don de surpasser les ragots et qu'il ne fallait pas désespérer. Son regard s'adoucit un instant, comme si sa gentillesse perçait le nuage qui l'enveloppait, avant qu'il ne se détourne à nouveau. Ce soir-là, seule dans son salon, Miss Marple étendit son tricot et le mouchoir plié contenant le bout de papier. Elle l'aplatit et relut le demi-nom « Hargreaves ». Elle repensa au regard attentif du notaire, à sa conversation chuchotée avec Madame Hartnell, à sa façon d'éviter de mentionner directement Madame Price. Un notaire s'occupait autant de secrets que de droit. Et Madame Price, avec sa langue acérée et sa mémoire encore plus vive, aurait bien pu en tomber sur un. La pluie claquait doucement contre la vitre. Miss Marple se laissa aller en arrière, les yeux mi-clos, et laissa les fragments s'assembler dans son esprit. Ce n'était pas encore clair, mais les contours de la vérité commençaient à se dessiner. L'inspecteur Cray allait plaider sa cause auprès de M. Lanning avec une confiance croissante. Les villageois suivraient son exemple. Mais Miss Marple, avec sa tranquille assurance, savait qu'elle avait entrevu quelque chose que d'autres avaient négligé. Un indice trop infime pour la plupart, mais suffisamment important pour bouleverser l'équilibre. Elle sourit faiblement. Non pas de satisfaction, mais de la reconnaissance silencieuse de schémas trop familiers pour être ignorés. La nature humaine était toujours la même, que ce soit dans les grandes villes ou dans les villages tranquilles. Les gens mentaient, se cachaient, se trahissaient pour des broutilles. Et dans ces broutilles, Miss Marple trouvait toujours ses réponses. Le village s'installa dans un rythme de suspicion presque confortable, chacun murmurant des théories dans les cuisines et les haies, chaque nom se transmettant de maison en maison avec une sorte de délectation sinistre. L'inspecteur Cray encourageait cette tendance, peut-être sans le vouloir, car ses questions étaient toujours plus fortes lorsqu'elles s'adressaient à M. Lanning, et ses silences, à chaque fois qu'un autre nom était mentionné, semblaient suggérer que tous les autres étaient hors de propos. Pourtant, dans l'esprit de Miss Marple, le schéma refusait de prendre une forme aussi nette. Elle voyait trop de petites fissures, trop de détails ignorés, et elle savait par expérience que c'était dans ces recoins négligés que la vérité préférait se cacher. Un matin, elle rendit visite à Madame Dawlish, qui se targuait de connaître la vie du village dans ses moindres détails, même si ses connaissances étaient souvent méconnaissables. Autour du thé, Madame Dawlish parla longuement de la sévérité de Madame Price, de ses disputes au sujet des pénalités de retard et de sa mémoire surnaturelle pour chaque lettre postée. Mademoiselle Marple, écoutant avec sa patience habituelle, laissa échapper une remarque discrète sur la valeur que cette mémoire pouvait avoir pour d'autres choses, comme se souvenir de correspondances privées qui ne sont pas destinées à tous les regards. Madame Dawlish s'éclaira aussitôt, déclarant que Madame Price avait un jour laissé entendre qu'elle savait des choses sur certaines personnes, des choses qu'il valait mieux taire. Pressée de questions, elle ne put donner aucun détail, se contentant de dire que Madame Price avait l'air très sévère en le disant, ce qui était une preuve suffisante aux yeux de Madame Dawlish. Mademoiselle Marple la remercia gentiment, tout en sachant pertinemment que les ragots ne contenaient souvent qu'une infime part de vérité. Pourtant, même les plus vagues esquisses méritaient d'être notées. Cet après-midi-là, Miss Marple se dirigea lentement vers le cabinet du notaire, son tricot glissé dans son sac. Elle trouva M. Hargreaves seul, en train de trier une pile de papier. Il la salua poliment,
avec cette légère méfiance que les hommes réservent parfois aux femmes qu'ils soupçonnent d'en savoir trop. Elle fit remarquer à sa voix douce que le village était agité et que le pauvre inspecteur semblait impatient de régler la situation au plus vite. M. Hargreaves acquiesça avec prudence, affirmant que la loi exigeait la clarté, que la culpabilité de M. Lanning semblait malheureusement évidente. Pourtant, Miss Marple remarqua comment sa main se crispait sur la pile de papier, comment ses yeux se tournèrent vers le tiroir de son bureau, comme pour le surveiller. Elle n'insista pas. Elle fit simplement remarquer que la nature humaine est curieuse, que l'on se trahit souvent en cherchant trop à paraître innocent. Il laissa échapper un petit rire, mal à l'aise, et retourna à ses papiers. Pendant ce temps, Madame Fletcher commençait à attirer l'attention, malgré ses efforts pour rester silencieuse. Un voisin remarqua qu'on avait vu de la fumée s'élever de sa cheminée tard dans la nuit, plus forte que ne l'exigeait un feu ordinaire. L'histoire se répandit rapidement, prenant de l'ampleur. Lorsqu'elle parvint à l'homme vert, on parla d'elle en train de brûler des documents, peut-être des lettres, peut-être des preuves. Madame Fletcher, confrontée, rejeta l'affaire comme une absurdité, affirmant qu'elle avait débarrassé de vieilles factures et de papiers inutiles. Pourtant, son insistance, un peu trop vive, ne fit qu'accroître les soupçons. Miss Marple repensa à la main tremblante sur le portail, au visage pâle détourné du sien, et elle commença à se demander quel genre de lettres Madame Price avait bien pu conserver pour perturber à ce point une veuve déjà accablée de chagrin. Le village, agité, semblait se resserrer sur lui-même. Les gens qui s'arrêtaient autrefois librement aux portes jetaient désormais un coup d'œil par-dessus leur épaule avant de parler. Ceux qui s'étaient toujours enorgueillis de leur amitié avec Madame Price prétendaient désormais la connaître à peine, comme si la distance pouvait les protéger de toute implication. Dans une telle atmosphère, les secrets pesaient sur leurs gardiens, menaçant de se dévoiler sous le poids de la peur. C'est à ce moment-là que Mademoiselle Marple rendit une nouvelle visite au docteur Graham. Elle le trouva troublé, non seulement par les faits médicaux, mais aussi par le coût humain. Il avoua avoir prescrit de la digitaline à un patient d'une autre paroisse et que, pris de mauvaises mains, un tel médicament pouvait facilement être utilisé à mauvais escient. Mademoiselle Marple lui demanda, sur un ton très doux, s'il avait déjà rédigé une telle ordonnance pour quelqu'un à Saint Mildred. Le docteur Graham hésita, avant d'admettre qu'il l'avait autrefois délivrée à M. Fletcher, le défunt mari de la veuve. L'ordonnance était bien sûr devenue caduque après sa mort, mais Mademoiselle Marple connaissait suffisamment les ménages pour savoir que les médicaments restaient parfois dans les placards, bien après leur utilisation. Elle remercia gentiment le médecin, lui laissa un autre pot de gelée et rentra chez elle, l'esprit tranquille. Ce soir-là, Miss Marple était assise près de son feu, ses aiguilles à tricoter s'agitant à un rythme régulier, tandis qu'elle examinait les pièces de son puzzle. Un bout de papier portant une partie du nom de M. Hargreaves, une veuve qui tremblait et brûlait des papiers, un notaire dont le regard gardait son bureau, les aveux d'un médecin qui pourrait encore être caché dans une maison de deuil. Chaque fragment était infime, presque insignifiant, mais ensemble, ils formaient un réseau plus complexe que la théorie bien ficelée de l'inspecteur sur la culpabilité de M. Lanning. Elle ignorait encore la forme de la vérité, mais elle sentait sa présence, l'attendant juste au-delà de la portée des mots. Le lendemain apporta un changement subtil. Au Greenman, les voix s'élevèrent, non pas pour commérage, mais pour une dispute ouverte. Madame Hartnell, exaspérée par les insinuations incessantes au sujet de ses biscuits, interpella Alice Martin d'un ton suffisamment sec pour calmer la salle. Alice, refusant de se taire, rétorqua avoir vu Madame Fletcher parler à voix basse avec M. Hargreaves, ce qui signifiait sans doute une conspiration. La salle bourdonnait d'excitation, chacun avide d'apporter sa pierre à l'édifice. M. Lanning, rouge et las, clama haut et fort son innocence, mais ne reçut que des regards froids. Pendant tout ce temps, Mademoiselle Marple restait assise, sirotant son thé, observant chaque visage trahir plus de colère que de calme. Plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle sous la lumière déclinante, elle repensa à la scène.
Les secrets commençaient à peser trop lourd. Le feu de Madame Fletcher, le tiroir bien gardé de M. Hargreaves, l'orgueil blessé de Madame Hartnell, chacun révélait quelque chose de caché. Il ne faudrait pas longtemps avant que l'un d'eux ne s'échappe, avant que la vérité ne s'impose au grand jour. Miss Marple savait que la confrontation était inévitable, non pas de son fait, mais de la faiblesse humaine elle-même. Ce soir-là, elle laissa son tricot de côté et contempla le jardin au clair de lune. Les roses se courbaient doucement sous la brise, leurs pétales pâles dans l'obscurité. Elle pensa à Madame Price, gisant froide dans le sol, ses yeux perçants à jamais clos, ses secrets éparpillés comme des feuilles mortes. Pourtant, les secrets ne mouraient jamais vraiment. Ils s'accrochaient aux vivants, exigeaient d'être révélés et poussaient les gens à des actes désespérés. C'est dans ces actes que le meurtrier serait révélé. Le village dormait d'un sommeil agité, chaque maison retenant son souffle, chaque villageois gardant ce qu'il craignait de condamner. Et dans sa chaumière, Miss Marple, calme et posée, attendait, car elle savait que le temps viendrait où les masques vacilleraient, où les paroles contrediraient les actes, où la culpabilité se trahirait non pas par de grandes confessions, mais par les plus infimes, les plus humaines des erreurs. Et elle, de son regard patient, observerait. La tension à Sainte Mildred atteignit un tel point que le silence semblait plus pesant que les mots. On se saluait encore dans les ruelles, mais leurs voix étaient ténues, et leurs regards s'évanouissaient rapidement, comme s'ils craignaient d'être lus de trop près. L'inspecteur Cray, convaincu que son dossier contre M. Lanning était solide, commença à parler de convocations et de procès, et les villageois, avides de résolution, s'accrochaient à sa certitude. Pourtant, sous la surface, subsistait une certaine inquiétude. Le sentiment que quelque chose de non dit flottait encore dans l'air. Miss Marple, observant tranquillement depuis le portail de son jardin, le ressentait comme un courant sous une eau calme. Elle avait déjà vu de tels courants, et elle savait qu'ils entraînaient souvent des ruptures soudaines. Le déclic eut lieu 2 matins plus tard, lorsque Madame Fletcher fut découverte inconsciente dans son propre salon. La servante, de retour d'une course, la trouva effondrée près de l'âtre, où les cendres d'un autre incendie couvaient faiblement. On pensa d'abord qu'elle s'était évanouie de chagrin ou de choc, mais le docteur Graham, appelé en toute hâte, déclara avec une certitude absolue qu'elle avait été empoisonnée. La similitude était trop exacte pour être ignorée. Lèvres teintées, corps raide, respiration saccadée. Elle n'était pas morte, même si, pendant un temps, sa vie fut en jeu, mais l'implication était claire. Le village, déjà meurtri par une mort, tremblait maintenant à la perspective d'une seconde. La nouvelle se répandit avec la même rapidité, mais l'histoire se déforma. Si Madame Fletcher avait été empoisonnée, qu'est-ce que cela signifiait? Était-elle la victime désignée depuis le début, la mort de Madame Price étant une erreur? Ou Madame Fletcher en savait-elle trop? Et avait-elle été réduite au silence avant même de pouvoir parler? À l'homme vert, des voix s'élevèrent, spéculant avec frénésie l'air empreint de peur. Alice Martin murmura que Madame Fletcher avait brûlé des lettres, et que l'une d'elles contenait peut-être des preuves trop dangereuses pour être conservées. D'autres suggérèrent que M. Lanning, cherchant désespérément à détourner les soupçons, s'était retourné contre une autre victime. Les théories proliféraient comme des herbes folles, toutes plus embrouillées les unes que les autres. L'inspecteur Cray, déstabilisé par ce nouveau développement, tenta de préserver son autorité. Il déclara que les affaires devaient être liées, que la même main n'avait agi dans les 2 cas. Pourtant, sa certitude concernant M. Lanning vacillait, car si Lanning avait réellement été coupable, quelle raison aurait-il de frapper à nouveau alors qu'il était déjà soupçonné? Cray marmonna qu'il était désespéré, qu'il tentait de faire taire les témoins, mais ses paroles n'avaient plus le même poids. Les villageois sentirent son malaise, et leur confiance commença à s'effriter. Miss Marple, se dirigeant vers le cimetière avec son panier de fleurs, examina la question avec sa patience silencieuse. Elle n'avait jamais cru M. Lanning coupable, et cette seconde attaque ne fit que confirmer ses doutes. Un meurtre né de la colère se répétait rarement, avec autant de précision. Non, c'était un crime calculé, intentionnel, commis par quelqu'un qui comprenait que la peur était une arme efficace.
Madame Price avait l'œil vif, une gardienne de lettres, une femme qui en savait peut-être trop. Madame Fletcher, tremblante, brûlant des papiers, possédait peut-être un savoir qui la rendait dangereuse, elle aussi. Si tous deux avaient menacé le même secret, alors la même main chercherait sûrement à les réduire au silence. Plus tard dans la journée, Miss Marple rendit visite à Madame Hartnell, alors complètement démoralisée. Elle parla par à-coups d'indignation, exprimant combien il était affreux que le village subisse de telles horreurs et expliquant qu'elle-même pouvait à peine dormir de peur d'être à nouveau accusée. Miss Marple la rassura par des mots doux, s'enquérant de sa santé, de sa pâtisserie, de ses occupations quotidiennes. C'est alors que Madame Hartnell, désireuse de prouver son innocence, avoua avoir bel et bien parlé en privé avec M. Hargreaves au Green Man. Il lui avait demandé, dit-elle, si elle se souvenait d'un colis que Madame Price avait refusé de poster. Le souvenir était vague, mais elle pensa qu'il pouvait être lié à une lettre adressée d'une écriture étrange, dont Madame Price avait fait une remarque à l'époque. Elle n'en savait pas plus, mais elle se souvenait de M. Hargreaves l'écoutant avec une attention qui la mettait mal à l'aise. Miss Marple la remercia gentiment, l'esprit s'emballant. Un notaire qui insistait discrètement pour obtenir des détails sur de vieux colis, une veuve qui brûlait des papiers dans sa cheminée, une postière morte, un biscuit à la main. Le schéma se resserrait. Elle se demandait quel genre de lettres pouvaient les relier tous, et quel secret se cachait dans le tiroir du notaire si précieusement gardé. Ce soir-là, elle passa devant son bureau. La lampe brûlait tard, et à travers les rideaux à moitié tirés, elle aperçut M. Hargreaves à son bureau, la tête penchée sur un document, la main rapide. Son visage était tendu, ses lèvres pincées, comme s'il peinait sous le poids d'un fardeau invisible. Elle ne s'attarda pas. Miss Marple n'attirait jamais les soupçons, mais elle emporta cette image chez elle. Dans sa chaumière, assise près du feu, elle repensait à ses pensées. Madame Price morte, Madame Fletcher attaquée, toutes deux liées par des lettres et des secrets. Monsieur Hargreaves, dont le nom était apparu sur le bout de papier déchiré, dont le regard avait scruté les villageois avec une précision glaciale. Madame Hartnell, trop sur la défensive, peut-être prise involontairement dans la toile, et l'inspecteur Cray, aveugle à tout sauf à la commodité de son suspect. Les aiguilles de mademoiselle Marple claquaient doucement, tandis qu'elle tricotait, mais son esprit était ailleurs, tissant des fils non pas de laine, mais de nature humaine. Le lendemain matin, Alice Martin lui rendit visite, pleine de scandale. Elle déclara avoir vu M. Hargreaves quitter la maison de Madame Fletcher tard un soir avant son effondrement. Vrai ou inventé, l'histoire se répandit rapidement, éveillant de nouveaux soupçons. Pourtant, Alice, dans son empressement, en révéla plus qu'elle ne le souhaitait. Elle admit avoir flâné près de la ruelle, espérant surprendre des conversations. Miss Marple sourit gentiment, se contentant de remarquer que la curiosité était une habitude dangereuse. Mais elle remarqua intérieurement que les ragots d'Alice, aussi insouciants fussent-ils, pouvaient contenir une part de vérité. Le docteur Graham rapporta que Madame Fletcher se rétablirait, quoique lentement. Sa survie, aussi fragile fut-elle, perturba le plan du meurtrier. Mademoiselle Marple comprit aussitôt que cela modifiait l'équilibre. Une tentative infructueuse provoquait souvent l'insouciance. La peur poussait les gens à agir avec précipitation, et la précipitation les trahissait. C'est dans ces moments-là que la vérité filait entre les mailles du filet. Le village, partagé entre peur et fascination, parlait à voix basse. Les théories changeaient. Certains murmuraient encore à propos de M. Lanning, d'autres lorgnaient maintenant M. Hargreaves, et quelques-uns murmuraient à propos de Madame Fletcher elle-même, suggérant qu'elle avait empoisonné Madame Price, puis pris sa propre dose pour détourner les soupçons. Mademoiselle Marple, à l'écoute de ces théories, savait qu'il n'en était rien. L'auto-empoisonnement suivait rarement de tels schémas. La main qui avait frappé Madame Price avait frappé à nouveau, et ce n'était pas la main d'une veuve tremblante. À la tombée de la nuit, Miss Marple était assise à sa fenêtre, observant le village se fondre dans les ombres du soir. Les lampes s'allumaient, les portes se fermaient, les rideaux étaient tirés.
Elle songea à la façon dont les secrets prospèrent dans l'obscurité, à la façon dont on cache ce qu'on craint de ne pas supporter la lumière du jour. Pourtant, tôt ou tard, le jour arrivait toujours. Et lorsqu'il arrivait, la vérité éclatait, aussi soigneusement dissimulée fut-elle. Elle plia son tricot, le mit de côté et s'adossa à sa chaise. Les pièces du puzzle s'assemblaient à présent. Elle n'avait encore aucune preuve, rien qu'un inspecteur puisse présenter au tribunal. Mais elle avait suffisamment observé pour pressentir la forme de la culpabilité, et elle savait où guettait le dernier faux pas. Le meurtrier, perturbé par la survie de Madame Fletcher, agirait de nouveau, non pas par le poison peut-être, mais par les mots, par les regards, par ces petites trahisons que la nature humaine ne saurait jamais tout à fait réprimer. Et lorsque ce moment viendrait, Miss Marple serait là, patiente et discrète, pour constater la situation telle qu'elle était. La nouvelle que Madame Fletcher avait survécu à son frôlant la mort perturba le village encore plus que la tentative elle-même. C'était une chose de chuchoter au sujet d'un corps soigneusement enterré dans le cimetière, c'en était une autre de vivre avec une femme revenue du bord du gouffre et susceptible, à tout moment, de prononcer des paroles qui dissiperaient tout soupçon. Les gens n'acquiesçaient plus d'un signe de tête, acquiesçant sans broncher, face à l'insistance de l'inspecteur Cray sur la culpabilité de M. Lanning. Ils se regardaient, furtifs, scrutant les alentours, craignant que la prochaine révélation ne les accuse. La peur s'accrochait à St. Mildred comme la brume humide qui s'installait dans les haies. Miss Marple le voyait clairement sur tous les visages qu'elle croisait. Le boucher, autrefois jovial, devint brusque lorsqu'elle s'enquit de la santé de sa femme. Madame Dawlish, qui n'avait jamais résisté à l'envie de s'attarder, s'éloigna précipitamment, les yeux rivés au sol. Même le bavardage d'Alice Martin était d'une clarté forcée, comme si parler plus fort s'était étouffé ses propres doutes. Le village se démêlait, chaque fil tirant sur le suivant, et Miss Marple, avec sa patience tranquille, savait que démêler était souvent le meilleur moyen de découvrir ce qui se cachait au cœur. L'inspecteur Cray, bien qu'ébranlé par l'agression contre Madame Fletcher, continuait de croire que M. Lanning était le coupable. Il insistait sur le fait que l'humeur du notaire et sa dispute avec Madame Price constituaient un mobile évident, et que le désespoir l'avait poussé à frapper à nouveau. Pourtant, la certitude de Cray sonnait creux, et les villageois commencèrent à l'interroger d'un ton réservé. Mademoiselle Marple remarqua combien ses arguments revenaient souvent au même point, comme si les répéter pouvait les rendre plus justes. Elle remarqua également que M. Hargreaves, autrefois si prompt à diriger les soupçons ailleurs, était devenu plus silencieux, le regard vigilant mais la voix plus discrète. Ce silence, à ses yeux, en disait long. Elle décida qu'il était temps de se renseigner plus doucement, de ne jamais avoir l'air d'une question. Un après-midi, son tricot à la main, elle rendit visite à Madame Fletcher, qui était alitée, encore pâle, mais se remettait lentement. La veuve l'accueillit avec un sourire las, lui disant que c'était gentil de sa part de lui rendre visite, alors que tant d'autres s'abstenaient par peur. Miss Marple resta assise en silence, s'enquit de son bien-être, et parla de choses futiles, les roses en fleurs, la pluie persistante, la pénurie de sucre. Ce n'est que progressivement qu'elle mentionna que Madame Price s'était toujours vantée de se souvenir de chaque lettre, de chaque colis. Madame Fletcher se souvenait-elle par hasard d'une affaire dans laquelle Madame Price était intervenue? La veuve hésita, les mains crispées sur le couvre-lit. Elle admit que Madame Price avait un jour laissé entendre qu'elle savait des choses potentiellement préjudiciables et qu'une semaine seulement avant sa mort, elle avait parlé à Madame Fletcher d'un ton inhabituellement sec, l'invitant à se méfier des apparences. Madame Fletcher n'en dirait pas plus, mais Mademoiselle Marple pouvait lire sur son visage pâle et ses mains tremblantes. Madame Price avait détenu quelque chose sur elle, un savoir susceptible de nuire à sa réputation, voire de la détruire. Et pourtant, Mademoiselle Marple en était certaine. Madame Fletcher n'était pas une empoisonneuse. La peur, certes. Une culpabilité d'une autre nature, peut-être, mais pas la froideur nécessaire pour glisser de la digitaline dans un biscuit. Plus tard, Miss Marple prit le thé avec Madame Hartnell, qui défendait de plus en plus violemment ses pâtisseries.
Elle apporta une assiette de biscuits à la cannelle, pressant Miss Marple d'en goûter un pour prouver son innocence. Miss Marple déclina poliment, faisant remarquer qu'il ne fallait pas s'acharner inutilement, mais elle demanda presque distraitement si Madame Price lui avait déjà parlé sèchement. Madame Hartnell, soucieuse de montrer qu'elle n'éprouvait aucun ressentiment particulier, affirma que Madame Price s'était plainte une fois que ses tabliers n'étaient pas parfaitement propres, et qu'une autre fois elle avait fait des remarques sur la ponctualité de ses livraisons de pâtisserie. Elle rit comme si de telles choses n'étaient que des broutilles, mais ses yeux brillaient du souvenir de l'indignation. Miss Marple refoula cette information. On commet rarement un meurtre pour de simples broutilles, mais les broutilles nourrissent souvent des rancunes plus profondes. Ce soir-là, Miss Marple était assise près de son feu, ses aiguilles à tricoter cliquetant au rythme de ses pensées. Elle se remémorait le bout de papier avec des éloges. Le regard circonspect de l'avocat, son travail nocturne à son bureau, ses questions murmurées à Madame Hartnell au sujet de colis depuis longtemps perdus. Elle songea au papier brûlé par Madame Fletcher, à la peur de la veuve d'être exposée, à l'aveu du médecin selon lequel de la digitaline avait été prescrite à son défunt mari. Un schéma se dessina, pas encore clair dans tous ses détails, mais suffisamment net pour être identifié. Le cœur du problème ne résidait pas dans des querelles criées dans la rue, mais dans des lettres, des documents, des choses écrites, et dont se souvenait une postière qui n'oubliait jamais. Miss Marple décida alors que le moment était venu de passer un test. Non pas une accusation. Elle n'aimait pas tirer de conclusions hâtives, mais un petit coup de pouce, doux et apparemment innocent, qui pourrait révéler ce qui se cachait derrière un masque soigneusement entretenu. Elle choisissait son moment, avec le même soin qu'elle mettait dans son jardin, sachant quand arroser et quand attendre. Le lendemain, elle entra au Green Man en fin d'après-midi, alors que l'air était chargé de fumée de pipe et de conversation. M. Hargreaves était assis à sa place habituelle, des papiers étalés devant lui. Miss Marple commanda son thé et s'installa non loin, son tricot à la main. Elle attendit, écoutant, se laissant submerger par le flot de la conversation. Le moment venu, elle parla doucement comme à personne en particulier, de l'horreur du décès de la pauvre Madame Price et de la précision avec laquelle elle avait toujours tenu ses registres. Elle remarqua presque rêveusement qu'elle se souvenait avoir entendu Madame Price mentionner une curieuse lettre, adressée d'une écriture particulière, liée, pensait-elle, à des questions d'héritage. Elle laissa les mots flotter comme un fil dans l'air. L'espace d'un instant, rien ne changea. Puis Miss Marple, sans lever les yeux de ses aiguilles, vit M. Hargreaves se raidir. Sa main se figea sur la page devant lui. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour parler, puis se refermèrent. C'était une réaction infime, facilement imperceptible, mais pour Miss Marple, elle en disait plus long que n'importe quelle explosion. Il ne s'attendait pas à ce que la lettre soit mémorisée, même en passant. Son masque avait glissé, juste assez. Elle ne dit rien de plus, laissa la conversation se poursuivre, laissant les autres emplir l'atmosphère de leurs propres soupçons. Mais intérieurement, elle ressentait la certitude d'avoir touché le cœur du problème. Madame Price savait quelque chose d'écrit, quelque chose de dangereux, quelque chose lié à l'avocat. Madame Fletcher, peut-être, le savait aussi, ou avait été menacée par son contenu. C'est pourquoi ses papiers avaient brûlé, pourquoi ses mains tremblaient. La crainte du meurtrier n'était pas la colère ou la querelle, mais la révélation par l'encre et le papier. À la tombée de la nuit, Miss Marple rentra lentement chez elle, son parapluie claquant sur les pierres. L'air sentait la terre humide, les haies lourdes de pluie. Elle songea que les crimes naissaient si souvent, non pas de grandes passions, mais de petites peurs sordides. La peur de la disgrâce, la peur de la ruine, la peur de voir la vérité éclater. Et elle savait que l'avocat, si habile soit-il, ne pourrait résister longtemps à cette peur. Il s'était déjà trahi une fois, d'un battement de cils, d'un serrement de main. La nature humaine est un déguisement fragile. Et elle, qui avait passé sa vie à l'observer, savait combien il faillit facilement. Dans son cottage, elle plia soigneusement son tricot, le déposa dans son panier et resta assise un moment en silence.
Le village tremblait encore de suspicion. L'inspecteur s'accrochait toujours à son coupable facile, mais la vérité se frayait déjà un chemin. Miss Marple, calme et patiente, attendrait que la dernière pièce se mette en place. Elle avait semé son épreuve comme une graine, et maintenant elle allait la voir grandir. Au bout du compte, les gens finissent toujours par se révéler, non pas dans ce qu'ils proclament, mais dans ce qu'ils ne peuvent tout à fait dissimuler. Les jours suivants apportèrent au village un silence agité, un silence qui pesait plus lourd que le bruit. Les gens vaquaient à leurs occupations, mais leurs regards s'attardaient trop longtemps sur leurs voisins, et les portes se fermaient un peu plus vite après les salutations. Le malaise était plus vif maintenant, car l'histoire avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de la mort de Madame Price ou de la fuite imminente de Madame Fletcher, mais de ce que ces événements suggéraient, que des secrets, ceux qu'on avait gardés cachés pendant des années, pourraient bientôt être révélés au grand jour. Miss Marple évoluait discrètement parmi eux, sa présence si ordinaire que peu de gens pensaient à garder leurs mots devant elle. Pourtant, derrière ses hochements de tête et ses remarques feutrées, elle assemblait les derniers éléments d'un puzzle commencé avec un plateau de biscuits, et un seul biscuit cassé. Resté intact, elle vit avec la clarté d'une longue habitude que l'inspecteur s'impatientait. Sa confiance en M. Lanning avait vacillé depuis l'évanouissement de Madame Fletcher, et pourtant il s'y accrochait encore, comme un noyé s'accroche à du bois flotté. Il interrogea de nouveau Lanning, le pressant sur ses mouvements, ses paroles, son humeur. L'avocat répondit avec une patience lasse, d'une voix neutre, comme s'il ne se souciait plus d'être cru. Cray ne remarqua pas le vide dans son ton. Mademoiselle Marple, si. Elle l'avait déjà constaté chez d'autres accusés à tort. Cette façon dont l'innocence peut se transformer en résignation quand personne ne l'écoute. Elle remarqua également que M. Hargreaves se déplaçait désormais différemment dans le village. Il ne s'attardait plus sur l'homme vert avec une assurance facile. Il n'apparaissait que brièvement, et lorsqu'il le faisait, son regard balayait la pièce comme pour jauger qui pourrait parler contre lui. Un jour, Miss Marple surprit son regard se diriger vers le cottage de Madame Fletcher, calculateur. Il détourna rapidement le regard, mais ce regard lui suffisait. Ce n'était pas de la culpabilité affichée ouvertement, mais la vigilance d'un homme se prémunissant contre un danger qu'il ne pouvait maîtriser. Miss Marple savait que le moment était proche. Elle avait passé son examen à l'homme vert, et sa réaction avait trahi plus qu'il ne le pensait. Maintenant, elle allait clore l'affaire, non par des accusations. Elle détestait le drame de la confrontation, mais en laissant la vérité éclater au fil de la conversation. Il valait toujours mieux, selon elle, laisser les gens se piéger eux-mêmes. Elle choisit soigneusement son moment. L'épouse du pasteur, soucieuse de rétablir un semblant de normalité, insista pour une petite réunion au presbytère. Ce n'était pas une fête, rien d'aussi joyeux, mais un thé modeste pour quelques voisins. L'inspecteur y assista, l'air figé, comme si sa seule présence pouvait rassurer le village. M. Hargreaves vint aussi, invité par courtoisie, le visage calme, mais le regard méfiant. Madame Hartnell arriva, bavarde nerveusement, désireuse de montrer qu'elle n'éprouvait aucun ressentiment. Même Alice Martin était là, débordante de l'énergie des commérages. Mademoiselle Marple, petite et modeste, était assise à sa place habituelle, tricotant sur ses genoux, l'oreille attentive au moindre tremblement de voix, au moindre changement d'expression. La conversation commença par des remarques polies sur le temps, les roses qui avaient souffert de la pluie. Lentement, inévitablement, elle aborda le sujet qui les pesait tous. Madame Dawlish soupira, craignant de penser au poison parmi eux. Madame Hartnell déclara qu'elle ne pardonnerait jamais les calomnies contre ses biscuits. Alice Martin chuchota avoir aperçu M. Hargreaves près du cottage de Madame Fletcher, sans se souvenir du jour exact. L'inspecteur, hérissé, leur rappela que M. Lanning restait au centre de l'enquête. La tension monta dans la salle, les voix se chevauchant, chacune aspirant à jeter le doute ailleurs. C'est alors que Miss Marple prit la parole d'un ton doux, presque rêveur, comme si elle réfléchissait à voix haute, plutôt que de s'adresser directement à qui que ce soit. Elle remarqua combien l'affaire de ce biscuit cassé était curieuse.
Tous les autres avaient été mangés, dit-elle, mais l'un d'eux était resté à moitié fêlé, intact. Elle se demanda à voix haute s'il avait été laissé tomber par erreur ou mis de côté délibérément. Les gens se tournèrent vers elle, surpris, car c'était un détail peu pris en compte. M. Hargreaves, resté silencieux jusque-là, remua sur sa chaise. Miss Marple poursuivit, toujours d'une voix douce, que cela lui rappelait quelque chose qu'elle avait vu des années auparavant, dans un autre village. Une femme avait tenté de dissimuler du poison dans une assiette de gâteau, mais elle en avait cassé un par accident en le plaçant, et plutôt que de risquer d'être vue en train de le retirer, elle l'avait laissé là. Plus tard, ce gâteau brisé avait ruiné tout son plan. Miss Marple sourit faiblement, ses aiguilles claquant comme si le souvenir l'amusait. Il y eut un silence bref mais pesant, pendant lequel le sang-froid de M. Hargreaves vacilla. Ses doigts se crispèrent sur sa tasse de thé, ses lèvres pincées. L'inspecteur Cray, inconscient, grogna que de telles anecdotes n'étaient guère des preuves. Mais Mme Hartnell se pencha en avant, les yeux écarquillés, et Alice Martin haleta son imagination déjà en pleine ébullition. La pièce sembla soudain animée, comme si chacun sentait un non-dit trembler au bord. Miss Marple poursuivit doucement, comme si elle n'avait pas remarqué le changement. Elle trouva aussi étrange la façon dont Mme Price tenait ses dossiers si soigneusement. Elle avait entendu dire, peut-être se trompait-elle, que Mme Price avait un jour mentionné une lettre d'une importance considérable, susceptible de causer des ennuis si elle était révélée. Elle leva brièvement les yeux, son regard passant légèrement sur M. Hargreaves avant de se remettre à son tricot. Cette fois, la réaction fut évidente. Il rougit, puis pâlit, son sang-froid vacillant un instant avant qu'il ne se force à reprendre ses esprits. Les yeux de Miss Marple, rivés à son travail, ne manquèrent de rien. Elle n'émit aucune accusation, ne lança aucun défi direct, mais la graine avait été plantée dans tous les esprits présents. On commença à regarder M. Hargreaves différemment, à chuchoter entre eux. L'inspecteur fronça les sourcils incertain, comme si le sol sous sa théorie bien ficelée avait bougé. Le rassemblement se dispersa peu après, les villageois s'éloignant avec des excuses précipitées, chacun emportant avec lui l'image du masque chancelant de M. Hargreaves. Miss Marple rentra chez elle lentement, son panier au bras, l'esprit serein. Elle n'avait pas encore résolu l'affaire aux yeux de la loi, mais aux yeux du village. Le vent avait tourné. Les soupçons ne pesaient plus uniquement sur M. Lanning. Ils s'étaient propagés, comme toujours, là où la vérité l'attendait. Ce soir-là, elle était assise dans son salon, le feu faible, son tricot soigneusement plié à côté d'elle. Elle songea à la simplicité de la situation, finalement. Un homme qui craignait d'être exposé, une postière qui se souvenait trop, une veuve qui aurait pu partager son savoir, un bout de papier portant la moitié d'un nom. Le modèle était clair. Il ne restait plus qu'à le formuler au bon moment, à laisser les derniers fils se nouer. Dehors, le village dormait d'un sommeil agité, mais Miss Marple, sereine, savait que la fin était proche. La nature humaine, malgré toutes ses faiblesses, avait une fois de plus trahi la main qui se croyait intelligente. Elle attendrait encore un peu, car la vérité avait le don de se révéler au moindre coup de pouce. Et lorsqu'elle le ferait, elle serait là calme et discrète pour la mettre à nu. Le village s'éveilla le lendemain matin au rythme d'un nouveau murmure. Ce n'était plus le nom de M. Lanning qui était porté par le vent, mais celui de M. Hargreaves. Son sang-froid au thé du presbytère s'était suffisamment érodé pour que les gens le remarquent, et une fois les soupçons évacués, ils s'infiltrèrent rapidement, s'attachant à chaque souvenir, chaque regard, chaque conversation à moitié oubliée. Madame Dawlish confia à son voisin qu'elle l'avait toujours trouvé trop guindé, trop vigilant. Alice Martin rappela à qui voulait l'entendre qu'elle l'avait vu près du cottage de Madame Fletcher avant son effondrement. Même Madame Hartnell, qui s'était autrefois pliée à sa position, murmura que son intérêt pour les vieilles parcelles était malsain. C'était l'habitude des villages. Une fois le vent tourné, il emporte tout avec lui. L'inspecteur Cray, perturbé mais refusant d'admettre son erreur, insista sur le fait que M. Lanning devait rester le principal suspect. Pourtant, ses paroles manquaient de conviction.
Il ne pouvait ignorer le murmure changeant du village, ni la façon dont M. Hargreaves évitait de croiser son regard lorsqu'il insistait. Cray parla fort pour masquer ses doutes, mais Mademoiselle Marple, écoutant avec un silence patient, lut l'incertitude clairement inscrite dans son regard. Elle avait appris depuis longtemps que les hommes qui s'appuyaient trop sur leur autorité trébuchaient souvent, lorsque leurs conclusions bien fondées devenaient confuses. Miss Marple, quant à elle, suivait sa routine habituelle. Tailler ses rosiers, marcher lentement jusqu'à l'épicier, tricoter dans son fauteuil près de la fenêtre. Pour tout observateur, elle incarnait la tranquillité domestique, mais derrière ses doux yeux bleus, elle assemblait la forme définitive de la vérité. Elle repensa aux biscuits cassés restés intacts, au bout de papier avec Raves, au feu de Madame Fletcher et à ses mains tremblantes, au tiroir gardé du notaire, à son regard vigilant, à sa réaction au thé du presbytère lorsqu'elle parla d'héritage. Le schéma était désormais trop clair pour être ignoré. Ce que Madame Price avait su, ce qu'elle avait peut-être laissé entendre à Madame Fletcher, était contenu dans un écrit, une lettre ou un document qui ne supportait pas d'être découvert. Et M. Hargreaves, dont le métier consistait à gérer de tels papiers, l'avait craint au point de tuer. Bien sûr, il ne suffisait pas de savoir. Il fallait révéler, et de la bonne manière. Miss Marple ne s'intéressait pas aux grandes accusations. Elle croyait qu'il fallait laisser la vérité éclater d'elle-même, sans laisser place au déni. Elle imagina donc un petit test, subtil comme son tricot, qui pousserait l'avocat à se trahir sans qu'elle proteste. L'occasion se présenta lorsque l'inspecteur Cray, sous la pression des villageois agités, organisa une nouvelle réunion au presbytère, pour les assurer que l'affaire progressait. Mademoiselle Marple y assista, assise tranquillement au fond, les mains jointes autour de son sac à tricot. La salle était tendue, emplie du bourdonnement des accusations non formulées. M. Lanning était assis, raide, la mâchoire serrée, empli d'une résignation lasse. Madame Hartnell marmonnait dans sa barbe, le regard errant nerveusement. Madame Fletcher, pâle mais présente, s'appuyait lourdement sur sa canne. Et M. Hargreaves était assis à l'écart, le visage calme, mais ses doigts tapotaient sans cesse la coudoir de son fauteuil. L'inspecteur Cray commença avec son véhémence habituelle, déclarant que des progrès avaient été accomplis, que les preuves étaient examinées, et que justice serait bientôt rendue. Mais ces paroles tombèrent à plat. Les villageois, leurs soupçons déjà dissipés, tournèrent leur regard vers Hargreaves plutôt que vers Lanning. L'avocat, conscient de leur regard, força un sourire qui ne lui parvint pas jusqu'aux yeux. C'est alors que Miss Marple prit la parole, d'une voix douce mais pleine de force, comme si une pensée lui était venue. Elle dit qu'elle avait réfléchi aux lettres, et qu'il était curieux que Madame Price se souvienne de tout avec autant de précision. Elle se demanda à voix haute si elle avait conservé une copie de cette lettre étrange dont elle avait parlé un jour, celle qui avait pu causer des problèmes d'héritage. Elle marqua une pause, l'air doux, le ton innocent, comme si elle ne partageait qu'un souvenir anodin. L'effet fut immédiat. M. Hargreaves se redressa brusquement, le visage décoloré. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour protester puis se refermèrent. Sa main, qui tapotait distraitement, serra le poing contre la chaise. Le silence s'installa dans la pièce. L'inspecteur Cray fronça les sourcils, intrigué par ce changement soudain. Les yeux de Madame Fletcher s'écarquillèrent, et Madame Dawlish se pencha en avant avec empressement. Mademoiselle Marple, le regard baissé sur ses genoux, ne donna aucun signe d'avoir remarqué. Elle remarqua simplement qu'il était remarquable, en vérité, que de telles broutilles persistent dans la mémoire, et se remit à tricoter. Mais le mal était fait. Les villageois avaient vu sa réaction, l'avaient remarqué dans le silence. Alice Martin murmura assez fort pour que tous l'entendent qu'il devait savoir quelque chose, qu'il avait l'air coupable. Madame Hartnell hocha la tête avec force, se rappelant ses étranges questions sur les colis. Le murmure grandit, se propageant comme un incendie dans l'herbe sèche, si bien que même l'inspecteur Cray ne put plus l'ignorer. Il se tourna vers M. Hargreaves, exigeant une explication. L'avocat balbutia, tentant de minimiser l'affaire, la qualifiant de sottise, mais son sang-froid s'affaissait à chaque mot. Il rougit, puis pâlit de nouveau,
sa voix se brisant sur des dénégations qui ressemblaient davantage à des aveux. Finalement, désespéré, il déclara que Madame Price s'était trompée, qu'une telle lettre n'existait pas, qu'elle n'avait fait que commérager comme les vieilles femmes. Pourtant, les villageois, qui avaient toujours fait confiance à la mémoire vive de Madame Price, se hérissèrent devant l'insulte. La traiter de menteuse revenait à se condamner lui-même, et Hargreaves s'en aperçut trop tard. Miss Marple resta silencieuse, ses aiguilles claquant doucement, l'air légèrement inquiet. Inutile d'insister. La nature humaine avait fait son œuvre à sa place. L'avocat, dans son empressement à dissimuler, s'était révélé plus pleinement que n'importe quelle accusation n'aurait pu l'être. L'inspecteur Cray, face à l'indéniable changement de soupçon, ne put plus se réfugier derrière sa théorie facile. Il ordonna aux gendarmes de surveiller M. Hargreaves de plus près, mais celui-ci le fit à contre-cœur, comme s'il s'avouait vaincu. Les villageois quittèrent la réunion dans un bourdonnement d'excitation, murmurant des mots d'héritage, de lettres et une culpabilité limpide sur le visage du notaire. Miss Marple rentra chez elle dans la lumière du soir, le pas posé, la pensée sereine. Elle savait que la fin était proche, mais pas encore. Des aveux complets viendraient, ou des preuves seraient tirées des papiers si précieusement conservés dans son bureau. Mais l'essentiel était déjà clair. La receveuse de poste s'était trop souvenue. La veuve avait craint d'être démasquée. Et l'avocat, prisonnier de secrets qui ne supportait pas la lumière du jour, avait empoisonné un biscuit pour faire taire une bouche et failli en faire taire une autre. Dans sa chaumière, elle posa son tricot et s'assit tranquillement près du feu. Le village en parlerait pendant des années, pensa-t-elle, mais au final ce n'était pas plus extraordinaire qu'un autre crime. La nature humaine, avec sa vanité, sa peur, son désir de préserver les apparences, en était toujours la cause. Elle sourit faiblement, non pas de triomphe, mais avec la sereine reconnaissance d'une vérité qu'elle avait toujours connue. Le mal, dans les villages comme dans les villes, ne survenait pas par des tempêtes dramatiques, mais par des actes insignifiants et ordinaires, déguisés en futilité. Et c'était toujours dans les futilités qu'elle trouvait la vérité. L'inspecteur n'était pas homme à capituler facilement. Bien que la réaction de M. Hargreaves lors de la réunion du presbytère l'eût déstabilisé, il s'accrochait obstinément à l'idée que M. Lanning était coupable. L'orgueil lui raidissait le dos, car admettre son erreur après tant de bruit serait humiliant. Il passa la journée suivante à arpenter les ruelles de St. Mildred, convoquant les villageois les uns après les autres dans son bureau, les pressant de faire des déclarations qui étayeraient sa thèse. Mais les paroles qu'il recevait n'étaient plus celles qu'il souhaitait. Ceux qui autrefois hochèrent la tête avec empressement hésitaient maintenant, et leur voix exprimait le doute. Certains parlaient même ouvertement du notaire, se remémorant des moments qui, avec le recul, semblaient suspects. Cray rougit, insistant sur le fait qu'il s'agissait de distraction, mais Miss Marple, qui livrait un panier de scones à la femme du pasteur, vit la sueur perler sur son front. C'était un homme en perte de vitesse, trop fier pour l'admettre. Et M. Hargreaves, lui, se déplaçait avec un calme forcé, s'efforçant de continuer comme si de rien n'était. Il se rendait à son bureau à l'heure habituelle, saluait les gens avec des mots polis, souriait même lorsque c'était nécessaire. Pourtant, ses épaules étaient raides, son regard perçant, la vigilance perçante, et les villageois enhardis par les ragots évitaient son regard. Il était devenu un personnage isolé, un homme au centre des soupçons, et dans cet isolement résidait le danger. Miss Marple savait bien que les personnes acculées se révèlent souvent plus clairement. Ce soir-là, elle assista à un petit dîner chez Madame Hartnell. La compagnie était modeste, Madame Dawlish, Alice Martin et le docteur Graham, mais l'atmosphère était chargée de spéculations. Ils parlaient à voix basse, jetant des coups d'œil vers la porte, comme s'ils craignaient que le notaire n'entre sans y être invité. Mademoiselle Marple était assise parmi eux, écoutant, ne contribuant que par quelques mots discrets de temps à autre. Elle remarqua comment Alice, toujours aussi impatiente, enjolivait son récit de la vue de Hargreaves près de chez Madame Fletcher, ajoutant des détails inédits. Elle vit Madame Dawlish se tordre les mains, déclarant qu'elle n'avait jamais fait confiance à la douceur de cet homme.
et elle observa l'expression troublée du docteur Graham lorsqu'il leur rappela que soupçonner n'était pas une preuve. Pourtant, sa voix tremblait, car même lui ne pouvait nier la gravité de ce qu'ils avaient tous vu. Lorsque la réunion se dispersa, Miss Marple resta en arrière. Elle parla doucement au docteur Graham, lui demandant s'il croyait qu'on pouvait encore trouver de la digitale chez les Fletcher, peut-être cachée dans un placard. Il admit que c'était possible, voire probable, et que si Madame Price avait découvert une telle réserve, elle aurait pu l'y laisser entendre. Miss Marple hocha lentement la tête, le regard pensif. Elle le remercia de son honnêteté et retourna à son cottage, où elle s'assit près du feu jusqu'à ce que les braises s'éteignent, résolvant l'énigme dans sa tête. Le lendemain, elle se rendit discrètement chez Madame Fletcher. La veuve, encore pâle mais en convalescence, l'accueillit avec gratitude, car d'autres l'évitaient encore comme si elle était contagieuse. Miss Marple apporta des fleurs de son jardin et s'assit près de son lit, discutant de choses et d'autres jusqu'à ce que la tension de la femme se détende. Puis avec sa douceur, elle demanda si Madame Price lui avait déjà montré une lettre, ou parlé d'une lettre en particulier. Les yeux de Madame Fletcher s'emplirent de larmes. Elle admit, après hésitation, que Madame Price avait insinué qu'elle possédait un document susceptible de causer des ennuis à M. Hargreaves, un document relatif à un héritage. Madame Fletcher avait été terrifiée à l'idée que son propre nom puisse y être mêlé, car son défunt mari avait un jour consulté le notaire pour des questions financières. Elle avait brûlé de vieux papiers, espérant détruire tout lien, mais la terreur ne s'était pas apaisée. Miss Marple lui prit la main tremblante, lui assura qu'elle n'était pas la coupable, et partit avec la certitude tranquille que la dernière pièce était enfin en sa possession. Ce soir-là, tandis que la pluie crépitait contre les fenêtres, Miss Marple était assise, son tricot intact. Elle pensait à Madame Price, au regard perçant et intransigeant, dont le souvenir avait été à la fois son don et sa perte. Elle pensait à Madame Fletcher, une veuve s'accrochant à sa dignité, presque anéantie par la peur. Et elle pensait à M. Hargreaves, qui avait bâti sa vie sur le contrôle des documents et avait tué pour empêcher qu'un seul bout de papier ne le détruise. Le modèle était désormais complet, chaque fil tendu. Il ne restait plus qu'à le rendre clair. L'occasion se présenta plus tôt qu'elle ne l'espérait. L'inspecteur Cray, épuisé par le doute et les murmures du village, invita à nouveau plusieurs personnalités importantes au presbytère, déclarant qu'il rétablirait enfin l'ordre. Mademoiselle Marple était présente, comme toujours, car personne ne songeait à l'exclure. Ils se réunirent dans le bureau faiblement éclairé. Monsieur Lanning, figé par l'indignation, Madame Fletcher, blême et inquiète, Madame Hartnell, rouge d'orgueil, et Monsieur Hargreaves, pâle mais apparemment serein. L'inspecteur s'éclaircit la gorge et reprit son argumentation contre Lanning, ses paroles tremblantes sous l'effet de l'incrédulité. Miss Marple attendit qu'il marque une pause, puis parla doucement, presque sur un ton d'excuse. Elle dit qu'elle ne pouvait s'empêcher de se remémorer l'affaire du biscuit cassé, et combien il était curieux qu'une si petite chose soit restée intacte alors que tous les autres avaient été consommés. Elle ajouta que cela lui rappelait la façon dont les gens se trahissent souvent pour des broutilles, car ce ne sont jamais les grands gestes qui révèlent la vérité, mais les petits lapsus. Elle mentionna ensuite le bout de papier qu'elle avait trouvé à la poste, portant un bout de nom. Hargreaves. Elle se demanda à voix haute s'il ne pouvait pas indiquer M. Hargreaves, d'autant plus que Madame Price était connue pour tenir des registres importants. Le silence s'installa dans la pièce. M. Lanning releva la tête, les yeux brillants d'un espoir soudain. Madame Fletcher poussa un faible cri. L'inspecteur fronça les sourcils, incertain pris entre sa théorie obstinée et le poids de ce qu'il entendait. Et M. Hargreaves se remua brusquement sur sa chaise, les mains crispées sur les accoudoirs, le visage blême. Miss Marple poursuivit d'un ton calme, comme si elle se contentait de raconter des souvenirs futiles. Elle raconta que Madame Price avait eu connaissance d'une lettre concernant un héritage, lettre qui aurait pu mettre M. Hargreaves en danger si elle était révélée. Elle ajouta que Madame Fletcher avait brûlé des papiers par peur, non par culpabilité,
et que l'attentat contre elle avait pour but de la réduire au silence avant qu'elle ne puisse parler. Elle ajouta que le poison n'était pas l'arme de la colère, mais du calcul, et qu'un seul d'entre eux avait manifesté à la fois l'opportunité et la peur d'être exposé. Ce qui expliquait un tel calcul. Hargreaves tenta de l'interrompre, balbutiant que c'étaient des absurdités, des ragots, des fantasmes, mais ses mots se bousculaient, ses dénégations peu convaincantes. L'inspecteur, l'observant, commença à s'agiter, mal à l'aise. Les villageois, les yeux braqués sur lui, voyaient la culpabilité plus clairement que n'importe quel aveu. Miss Marple, ses aiguilles posées tranquillement sur ses genoux, le regarda avec une légère tristesse et se contenta de dire que la nature humaine était la même partout, que la peur du déshonneur avait poussé plus d'hommes à des actes désespérés. Le silence qui suivit fut plus pesant qu'une accusation. Il ne fut rompu que lorsque M. Lanning, d'une voix rauque, demanda si cela signifiait qu'il était enfin libéré de tout soupçon. L'inspecteur marmonna quelque chose au sujet d'une enquête plus approfondie, mais la vérité était déjà écrite sur tous les visages présents. Miss Marple se leva lentement, rassemblant son tricot. Elle n'insista pas davantage. Elle n'en avait pas besoin. L'affaire suivrait désormais les voies officielles, les documents seraient saisis et les dépositions recueillies. Mais le village savait, comme elle, que la vérité avait été dite. La receveuse des postes était morte pour ce dont elle se souvenait. La veuve avait failli mourir pour ce qu'elle craignait. Et le masque du notaire avait cédé sous le poids de sa propre dissimulation. En sortant dans la fraîcheur de la nuit, Miss Marple serra son châle contre ses épaules. Le village était silencieux, les lampes luisant faiblement dans la brume. Elle songea à la fragilité de la respectabilité, à la facilité avec laquelle la peur pouvait pousser un homme au meurtre, et à la fréquence à laquelle de simples détails, un biscuit, un bout de papier, révélaient la vérité. Elle rentra chez elle lentement, sereine, sachant que sa part dans cette affaire était presque terminée. Le lendemain de la réunion au presbytère, l'aube était pâle et fraîche, une brume s'accrochant aux haies et brouillant les contours des chaumières. Sainte Mildred, pourtant calme en apparence, vibrait d'une agitation sourde. Les villageois en avaient suffisamment entendu la veille pour se convaincre que l'histoire qu'on leur avait racontée, le récit singulier de la culpabilité de M. Lanning, n'était qu'une ombre. C'était M. Hargreaves qui occupait désormais tous les murmures, son nom s'échappant de lèvres qui, quelques jours plus tôt, avait parlé de sa dignité avec respect. Le changement était indéniable, et bien que l'inspecteur Cray s'efforçât de maintenir le calme, la vague de suspicion avait débordé. Miss Marple, marchant lentement dans l'allée, son panier au bras, remarqua les rideaux qui frémissaient à son passage. On s'attendait à ce qu'elle en sache plus qu'elle ne l'admettait, et on avait raison. Son silence n'était pas ignorance, mais patience, et c'est dans la patience que la vérité finit toujours par trouver son chemin. Elle s'arrêta chez l'épicier pour acheter du thé, écouta Alice Martin embellir encore son récit. Elle était maintenant certaine d'avoir vu Hargreaves se glisser dans le jardin de Madame Fletcher à minuit, et hocha la tête sans protester. Contester Alice ne ferait qu'aiguiser son appétit. Miss Marple préférait laisser la jeune fille bavarder, car dans le bavardage, on en disait souvent plus qu'on ne le pensait. Dans l'après-midi, l'inspecteur Cray avait accompli ce que l'orgueil et le devoir lui imposaient. Accompagné d'un agent de police, il se présenta au bureau du notaire et exigea de voir son dossier. Hargreaves, pâle mais d'apparence calme, résista d'abord, insistant sur le fait que son devoir professionnel exigeait la discrétion. Pourtant, pressé par la pression, lorsque la voix de l'inspecteur se fit ferme et que l'agent s'avança, il céda. Les tiroirs furent ouverts, les dossiers étalés sur le bureau et là, parmi les liasses de papier bien rangées, se trouvaient les preuves qu'aucun refus ne pouvait dissimuler. Une lettre, jaunie mais claire, concernant le transfert d'un héritage jamais parvenu à son véritable propriétaire. La signature au bas de la lettre témoignait d'un faux, et le nom du notaire était indiscutablement impliqué. La nouvelle de la découverte se répandit plus vite que l'agent qui la rapportait. Lorsque l'inspecteur accompagna Hargreaves dans la rue du village, les têtes s'étaient déjà rassemblées aux fenêtres et aux portes. L'homme marchait d'un pas raide, le visage figé,
mais son regard trahissait l'effondrement intérieur. Les villageois, qui avaient autrefois ôté leur chapeau, le fixaient maintenant ouvertement, certains sous le choc, d'autres avec une satisfaction sombre que le noble et poli puisse tomber si bas. Miss Marple, debout au portail de son jardin, ne parlait pas, mais ses yeux suivaient le petit cortège avec une gravité tranquille. Elle avait déjà vu de telles scènes, et elle savait que même si la loi progressait désormais, la vérité profonde devait encore être révélée. Ce soir-là, le presbytère redevint le lieu de rassemblement. L'inspecteur Cray, bouleversé mais résolu, demanda à mademoiselle Marple de se joindre à lui pour s'adresser aux personnes les plus concernées par l'affaire. Le vicaire et sa femme étaient présents, le visage troublé. Madame Fletcher arriva, encore faible mais déterminée à entendre la fin. Madame Hartnell, indignée mais curieuse, resta assise, les bras croisés. Monsieur Lanning, l'honneur écorné par des semaines de suspicion, se tenait raide et sans sourire. Que mademoiselle Marple, calme et posée, prit place près du feu. L'inspecteur commença maladroitement à décrire la découverte de la fausse lettre et le poids qu'elle représentait pour monsieur Hargreaves. Ses mots hésitaient, car il n'avait pas l'habitude d'expliquer un échec. Puis il se tourna vers Miss Marple et lui demanda d'une voix dénuée de toute fanfaronnade si elle pouvait lui faire part de ses réflexions. Elle inclina doucement la tête et parla d'un ton calme, comme quelqu'un qui raconte des vérités simples, plutôt que de résoudre un crime. Elle affirma que, dès le début, certains détails ne correspondaient pas à la conclusion tranchée de l'inspecteur. Le poison n'était pas l'arme de la passion, mais celle du calcul, et M. Lanning, malgré son tempérament colérique, était un homme passionné. Le biscuit cassé, resté intact, était le premier indice, car il témoignait de soin et de préparation, et non d'une colère soudaine. Le bout de papier avec « Raves » en était un autre, reliant directement l'affaire à l'avocat. Les flammes de Madame Fletcher et ses mains tremblantes trahissaient la peur, et non la culpabilité. La peur de ce que la connaissance pourrait lui apporter si elle était soupçonnée d'être impliquée. La seconde attaque avait mis les choses au clair. Il ne s'agissait pas de l'acte d'un innocent accusé à tort, mais d'un coupable cherchant désespérément à faire taire ceux qui pourraient le trahir. Elle parla de la mémoire de Madame Price, de sa grande finesse, de sa capacité à se souvenir des lettres et des colis longtemps après que d'autres les eurent oubliés. C'était sa force, mais aussi sa perte. Elle avait eu connaissance de la fausse lettre, ou du moins s'en doutait, et l'avait laissé entendre à Madame Fletcher. Monsieur Hargreaves, craignant d'être découvert, avait profité de la fête. Les biscuits offraient une couverture parfaite. Dans le brouhaha du thé et des bavardages, personne n'aurait remarqué un bonbon empoisonné parmi tant d'autres. Pourtant, dans sa hâte, il en cassa un et bien que cela lui semblât une bagatelle, les bagatelles se révélaient souvent fatales. La salle écoutait en silence, tous les regards rivés sur elle. Même l'inspecteur Cray, dont l'orgueil l'avait porté jusqu'ici, inclina la tête avec un respect réticent. Miss Marple poursuivit, expliquant que la mort imminente de Madame Fletcher n'était pas un accident. Elle avait brûlé des papiers, certes, mais c'était la peur et non la culpabilité qui l'avait poussée. Monsieur Hargreaves avait perçu en elle le danger d'une impasse, et il frappa de nouveau. C'était un geste désespéré, et c'est dans le désespoir que se révèlent la plupart des criminels. Lorsqu'elle eut terminé, elle croisa les mains sur son sac à tricot et regarda le feu. Il n'y eut ni faste ni triomphe, seulement la satisfaction tranquille de la vérité révélée. Le silence persista jusqu'à ce que M. Lanning, d'une voix rauque, la remercie d'une simple inclinaison de la tête. Madame Fletcher pleura doucement, soulagée d'une peur depuis longtemps oubliée. Madame Hartnell murmura qu'elle ne ferait plus jamais de biscuits sans penser au poison. Et le vicaire, d'une voix tremblante, pria pour que la justice ramène la paix au village. Miss Marple quitta le presbytère et rentra chez elle sous les étoiles. L'air était frais, la nuit calme. Elle pensa à Madame Price, à la langue acérée et inflexible, dont le souvenir l'avait conduite au tombeau. Elle pensa à M. Hargreaves, anéanti non par son intelligence, mais par la peur bien humaine du déshonneur. Et elle pensa à Sainte Mildred,
où la vie reprendrait bientôt son rythme de jardin, de thé et de commérage, même si, sous tout cela, le souvenir du meurtre persisterait. Dans sa chaumière, elle posa son panier sur la table, alluma sa lampe et se remit à tricoter. Ses mains gesticulaient avec assurance, la laine glissant entre ses doigts avec aisance. Elle songea, comme souvent, que le monde était le même partout, que ce soit dans les villages ou les villes, parmi les nobles ou les humbles. On mentait, on se cachait et on se trahissait dans des broutilles. Et c'était dans ces broutilles, dans les plus infimes fissures de la nature humaine, que la vérité se révélait toujours. Le feu crépitait doucement, l'horloge tic-tac sur la cheminée, et Miss Marple, sereine et posée, était assise dans son fauteuil, le regard calme. L'affaire des biscuits empoisonnés était presque close. Mais la leçon en resterait là. Car la nature humaine, elle le savait, ne changeait jamais et elle, qui l'avait observée toute sa vie, serait toujours prête à voir ce que les autres ignoraient. Le procès qui suivit fut rapide, bien qu'il se déroulât à la lenteur et au rythme mesuré des tribunaux. Des preuves furent produites, la fausse lettre fut lue à voix haute, les témoignages de Madame Fletcher et d'autres personnes dévoilés. M. Hargreaves, qui avait toujours revêtu la respectabilité comme une armure, était assis pâle et raide au box des accusés. Sa voix, lorsqu'on l'interrogeait, était assez assurée, mais ses paroles manquaient de conviction. Le poids du papier, les souvenirs de ceux qui l'avaient sous-estimé et les petites anecdotes que Mademoiselle Marple avait remarquées, tout cela s'assembla comme les fils d'un filet. Finalement, il n'y eut pas d'échappatoire. Il fut reconnu coupable, non seulement du faux qui avait suscité sa peur, mais aussi du meurtre de Madame Price et de la tentative de meurtre sur Madame Fletcher. Pour Sainte Mildred, le scandale fut à la fois un choc et un soulagement. Choc, car un homme autrefois considéré comme intègre avait été démasqué comme un criminel. Soulagement, car le malaise qui avait plané sur le village avait enfin un nom, une forme, une fin. Les habitants retournèrent dans leurs jardins et leurs salons, bien que leur conversation s'attardât sur l'histoire avec fascination. Madame Dawlish répétait souvent qu'elle l'avait soupçonné depuis le début. Alice Martin enjoliva son récit jusqu'à presque s'en prendre pour l'héroïne. Madame Hartnell, malgré son insistance à dire que ses biscuits ne seraient plus jamais calomniés, modifia discrètement sa recette, M. Lanning, son honneur restauré, arpentait les ruelles avec une dignité retrouvée, bien que l'amertume du soupçon ait marqué son humeur. Madame Fletcher, pâle mais en voie de guérison, vivait plus tranquillement, reconnaissante d'avoir survécu à son veuvage et à la mort qu'il avait frôlée. Le vicaire priait en chair sur le péché et la rédemption, bien que ses fidèles l'écoutaient avec des oreilles plus attentives aux ragots qu'aux leçons des Écritures, et Miss Marple, dans sa chaumière impeccable, reprit ses journées ordinaires. Elle soignait ses rosiers, astiquait ses tasses de thé et tricotait assise près de sa fenêtre, comme si rien de remarquable ne s'était produit. Pourtant, dans les moments de calme entre deux points, elle réfléchissait souvent à l'étrange fragilité de la respectabilité humaine. M. Hargreaves n'avait pas tué par cupidité, ni par haine, mais par peur. La peur que la vérité d'une seule lettre ne ruine l'image qu'il s'était forgée. Il en était toujours ainsi, pensait Miss Marple. Ce ne sont pas les grandes passions, mais les petites et sordides faiblesses qui mènent au crime. Elle se souvenait aussi de Madame Price, au regard perçant et inflexible, dont la force de mémoire avait causé sa perte. Dans une autre vie ailleurs, sa précision aurait pu être célébrée. Ici, elle l'avait rendue dangereuse. Et elle pensa aux biscuits cassés laissés sur le plateau. La plus petite bagatelle, pourtant suffisante pour tout démêler. De telles choses étaient toujours la clé, car ce n'était jamais dans ce que l'on voulait révéler, mais dans ce que l'on oubliait de dissimuler que la vérité attendait. Lorsque les voisins passèrent son portail, ils ne virent qu'une douce vieille dame aux yeux pâles et aux doigts agiles, assise parmi ses fleurs. Rares étaient ceux qui comprenaient que derrière sa quiétude se cachait un esprit qui observait tout et n'oubliait rien. Encore moins nombreux étaient ceux qui comprenaient que le village devait sa paix à sa sagesse discrète. Cela ne la dérangeait pas. Elle préférait qu'il en soit ainsi,
Ainsi, la vie à Sainte Mildred reprit son rythme. Le thé servi à 4 heures, les commérages échangés aux portes, les cloches de l'église marquant le pas comme toujours. Pourtant, sous ce calme apparent, persistait un faible écho de peur, rappelant que le mal avait circulé parmi eux, vêtu de vêtements ordinaires. Miss Marple, toujours posée, acceptait cela comme la vérité du monde. La nature humaine est immuable, mais avec de la patience et une observation attentive, on pouvait toujours la comprendre. Elle plia soigneusement son tricot, le mit de côté et contempla le ciel du soir. Les roses de son jardin se balançaient doucement dans la brise, leurs pétales pâles se détachant sur le crépuscule naissant. Une autre affaire était close, une autre vie anéantie par sa propre faiblesse, et une autre leçon confirmée. Le village oublierait avec le temps, comme toujours, mais elle se souviendrait, car ce souvenir, Miss Marple le savait, était ce qui la préparait à affronter la suite.